d'être au moins à 43, puisque le chiffre est de 42 déjà dépassé. On va passer une matinée ensemble en 2 parties, dans le cadre d'un projet qu'on a voulu démarrer avec Mathieu Vermelin, Serge Garlati et quelques autres dont on a commencé à discuter il y a quelques mois, qui a été encouragé par notre direction générale, puisque Jean-Angelo nous a largement aidé à mettre en place cette initiative. Donc l'idée de l'initiative, on l'a déjà dit hier, mais on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes gens qui sont là, c'est, en tout cas on n'a pas les mêmes invités, c'est d'aller vers une équipe de recherche pluridisciplinaire dans le domaine du numérique éducatif au sein de l'IMT, donc inter-école. Et donc aujourd'hui on démarre ces séminaires pour apprendre à se connaître entre gens qui font des choses autour du numérique et de l'éducatif dans le pourtour de l'IMT, puisque c'est ouvert un petit peu au-delà des gens de l'IMT. Et notre projet, c'est donc bien de constituer un groupe de recherche pluridisciplinaire avec un premier projet qu'on a envie d'explorer parce qu'il nous paraît central, qui est l'exploration, la co-construction de l'assistance au développement et l'évaluation des compétences avec le numérique. Et donc, on a organisé ce séminaire en 2 demi-journées. Je le prends dans le désordre. Une journée hier qui était dite recherche avec 2 présentations de personnes, de Julien et de Marc, qui venaient de Toulouse, enfin qui venaient de Toulouse, qui vivent actuellement à Toulouse. Et puis, on a eu une dizaine de présentations complémentaires hier après-midi par des collègues. Alors, ce matin, on va avoir un peu le même schéma. On va avoir d'abord une conférence, plutôt une table ronde, où on a voulu faire venir 4 personnes d'horizons différents, complémentaires, pour nous parler de ce qui s'est passé pendant le confinement et puis ce que ça va impliquer par la suite dans l'évolution on va dire, l'enseignement supérieur au sens large. Et donc, la journée de ce matin, on l'a voulu autour de ce retour d'expérience autour du confinement. Et donc, ce témoignage-là va être précieux. Alors, les 4 personnes qu'on va pouvoir écouter, c'est pas dans l'ordre de parole qu'on vient de définir juste à l'instant. C'est d'une part Eric Sanchez, que vous allez très vite apprendre à connaître parce qu'il va vous présenter un petit peu son point de vue sur cette période, qui actuellement est en Suisse. Il anime une équipe de recherche qui s'appelle le LIP, Laboratoire d'innovation pédagogique. J'en dis pas plus. Il y a ensuite on aura Gaël qui nous. Non, attends, comment on a dit ça? On a dit Bruno. Bruno de Lièvre, je vais les faire dans l'ordre où ils prendront la parole. Bruno de Lièvre qui nous vient de Belgique, de l'université de Mons, qui anime aussi une équipe autour du numérique et de l'éducatif et de l'innovation, qui nous a fait notamment un MOOC l'innovation dont vous êtes le héros, si je ne me trompe pas. Qui est donc enseignant aussi en sciences de l'éducation, tout comme Eric. Gaëlle est un profil plutôt en psychologie de l'éducation, elle nous le redira, et elle s'intéresse à la motivation, à l'émotion, enfin, elle redira ça mieux que moi, aux émotions en termes d'engagement pour l'enseignement. Et puis on a notre local de l'étape, qui sera Olivier Épinette, qui nous parlera de son expérience en tant que directeur de formation à IMT Business School. Donc voilà, et puis on espère d'avoir de votre part plein de questions et plein de choses sur lesquelles on va essayer de réagir pour pouvoir prendre un peu de recul sur toute cette période de confinement. Pause à 10h45, 11h, on se retrouve dans la même salle Zoom pour 6 retours d'expérience et on clôturera sur Jean-Paul qu'on a vu arriver donc juste à l'instant. Voilà, fin de matinée 13h, et puis on aura fini avec les parties présentation formelle. Après tout ça, et c'est pour ça que je vais essayer de revenir sur l'écran d'ici, on aimerait continuer le travail cet après-midi, et si pas cet après-midi, dans la suite, dans les prochains jours. Et donc, on aimerait bien initier des groupes de travail. Alors, pour initier ces groupes de travail, on vous propose la chose en deux temps. Dans un premier temps, mettre un petit peu vos idées, vos envies, vos intérêts, vos questionnements
sur un document partagé sur lequel on a mis un lien court qui est donc 8/IMT480. C'est assez facile à retenir et je suis sûr que quelqu'un l'a déjà mis dans le chat. Pas encore, mais ça ne saurait tarder, je vous laisse faire. Et donc, mettez des choses. Je me suis permis de mettre trois premiers thèmes que j'avais vus apparaître dans les quelques propositions et puis dans les discussions qu'on a eues hier, en accord avec Angelo ce matin en préparant la matinée. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à proposer en gras des choses qui vous paraîtraient pertinentes. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Alors, je ne sais pas encore dans quelle salle, mais Angelo va nous créer une salle pendant qu'on discute. Pour se retrouver, on va dire à 14h30, pour vous laisser le temps d'aller manger et puis de prendre le soleil, puisqu'il y a du soleil partout. Et puis pour faire un brainstorming et puis comme initier ces groupes de travail. Tout le monde ne sera pas là cet après-midi parce qu'il y a des tas de gens qui ont d'autres activités qui sont prises dans différents comités de formation et autres joyeusetés du jeudi après-midi dans nos institutions. Et donc, si vous n'êtes pas là, ce n'est pas très grave. Et laissez-nous vos noms sur les groupes qui vous intéressent et puis on vous enverra les conclusions des premières discussions si ce groupe a pu se réunir. Et s'il n'a pas pu se réunir, on vous donnera la liste des gens qui sont inscrits et puis quelque part, il faudra juste trouver quelqu'un qui déclenche la prochaine réunion dans ce groupe-là. Voilà pour le contexte. On a dit qu'on démarrait à 9h15 la table ronde. Donc, il nous reste 5 minutes pour des questions techniques, puisque je vois qu'Olivier a une question technique qui était quand est-ce que les vidéos d'hier pourront être mises à disposition? Je dirais qu'il faut déjà qu'on sorte des ateliers pour pouvoir faire les manips. Angelo, est-ce que tu peux nous donner une échéance puisqu'on te la demande? Et oui, j'ai vu qu'Olivier, il était très intéressé à voir les vidéos. Et puis, même sur Twitter, il posait des questions. release fast, release often. Ouais, je pense que la semaine prochaine, ça sera tout sur la chaîne YouTube de l'IMT. Ok, super. Ouais. Merci. Mais c'est une bonne question, Olivier. C'est bien de l'avoir posée. Ça nous engage. Enfin, ça engage surtout Angelo. Ouais. Dans le cas précis. Ok. Donc moi, je vais arrêter mon partage. Et puis, j'ai commencé à faire une première présentation de nos invités. Je propose de donner la main à Eric pour qu'il se présente un peu mieux que je n'ai pu le faire. Et puis, pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue d'expert de l'innovation pédagogique et du numérique sur cette période qu'on vient de vivre et sur peut-être sur l'impact que ça peut avoir dans les prochains mois, parce que ça va être ça aussi la question. Et tu es toujours avec nous, Eric? Ouais, je suis toujours avec vous, je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien de votre côté également. Alors, merci d'abord pour cette invitation pour ce séminaire. J'ai hésité à répondre favorablement au séminaire parce que moi, je suis pas un spécialiste de l'enseignement à distance. Je dirige une équipe de recherche à Fribourg. Alors, Fribourg, Jean-Marie, soit tu mets un E et tu l'écris en allemand, soit tu mets un O et tu l'écris en français. C'est le Fribourg en Suisse qui se trouve sur la Sarine, c'est-à-dire au niveau du Röstigraben, entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Donc, c'est une zone assez intéressante parce que c'est culturellement la rencontre entre le monde, entre deux mondes, et il se passe des choses intéressantes dans cette petite université. Alors je disais donc, j'ai pas fait vraiment de recherche sur le learning ou sur l'enseignement à distance. Moi, par contre, ça fait une dizaine d'années que j'ai une expérience d'enseignement à distance et évidemment, comme ce sont des thématiques aussi qui sont portées par mon équipe, je m'y intéresse. Donc je voudrais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Alors au départ, on m'avait dit en Suisse, mais c'est juste impossible parce que la Suisse, c'est tellement une mosaïque de choses différentes que, pour vous dire, quand je suis arrivé en Suisse, moi j'ai parlé de système éducatif suisse, les Suisses m'ont rayonné, m'ont dit mais tu plaisantes, c'est au niveau d'un établissement scolaire que se décide le bac, donc il n'y a pas de système éducatif, donc il y a un certain nombre de particularismes, mais bon, ça n'empêche pas effectivement que j'ai un peu une idée de ce qui se passe dans mon université et puis dans les universités qui sont autour.
Voilà, c'est juste un préambule pour prendre certaines précautions pour que vous compreniez bien d'où je parle. Alors peut-être d'abord sur l'université de Fribourg. Moi j'avais vu un certain nombre d'atouts, enfin la crise finalement a montré un certain nombre d'atouts pour le passage à la distance parce qu'il y avait une plateforme pédagogique institutionnelle qui était en place, qui était assez largement utilisée, pas tellement pour faire de l'enseignement à distance, hein, c'était surtout pour faire du dépôt de documents. Et puis, finalement, il y a eu une mise en place assez rapide hein, à Fribourg de solutions et d'outils de visioconférence qui étaient assez solides, assez efficaces. Il y a eu des mesures qui étaient d'ordre organisationnel et réglementaire, qui étaient assez pragmatiques. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est que les solutions qui ont été apportées ont été des solutions principalement techniques. Et en particulier, il n'y a pas de spécialistes du e-learning qui ont été introduits, enfin qui ont été cooptés dans le groupe de pilotage. Et ça a posé, me semble-t-il, un certain nombre de problèmes à l'université parce que les choses étaient pensées techniquement, elles n'étaient pas pensées d'un point de vue pédagogique ou didactique. Et ça se voit bien dans un forum qu'on a à l'université où les questions, enfin c'est un forum qui est ouvert à l'ensemble des profs hein, ou des enseignants. Les questions qui sont posées sont principalement techniques. Par exemple, comment est-ce que je fais pour que mes étudiants ne puissent pas revenir en arrière dans un QCM? Mais il n'y a pas vraiment de réflexion pédagogique sur ce qui se passe dans l'université au niveau de Fribourg. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter. Alors, d'un point de vue personnel, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, j'avais déjà tous mes cours qui étaient en mode hybride. L'idée, c'était d'un peu d'être flexible pour les étudiants, de leur donner la possibilité de soit suivre en présentiel, soit suivre en ligne. Donc, ben, finalement, je suis passé à 100% en ligne assez facilement. Ça, c'était pas trop douloureux pour moi. J'ai juste eu des difficultés en tant que responsable d'une formation. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude dans cette formation d'aller voir les étudiants. C'est une formation d'enseignants, hein. C'est une formation d'enseignants, pardon. Et on a l'habitude d'aller les voir en classe pour voir comment ils enseignent. Bah, là, il a fallu voir réviser un peu les choses parce qu'ils n'enseignaient plus en classe, ils enseignaient à distance dans les collèges du canton de Fribourg. Donc, on a mis des modalités d'évaluation, d'examen qui étaient différents. Je voudrais peut-être une première idée que je voudrais vous soumettre. Pour moi, sauf cas particulier, il me semble qu'il faut considérer que ce qui a été fait, que ce soit en Suisse ou ailleurs d'ailleurs, ne relève pas de la formation en ligne. Pour moi, c'est du bricolage, parce qu'on était dans une période de crise, qu'il a fallu basculer très rapidement à la formation à distance, mais qu'en fait, comme pour le télétravail, les choses n'étaient pas institutionnalisées, les choses n'étaient pas organisées, les institutions n'étaient pas prêtes, les enseignants n'étaient pas formés, les étudiants n'étaient pas préparés à ça. On a fait tous des efforts très importants, mais si on considère que c'est ça l'enseignement à distance, si on considère que c'est cette douleur-là, ben on va pas avoir d'enseignement à distance pendant les 30 prochaines années, hein, parce que tout le monde l'a vécu de manière assez douloureuse. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, il me semble, c'est qu'il y a un certain nombre d'idées préconçues qui ont pu être levées grâce à cette expérience. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des collègues qui m'ont dit: «Ah finalement, tiens, à distance, j'ai jamais été aussi proche de mes étudiants». Ils se sont retrouvés en situation finalement d'interagir avec leurs étudiants et ils se sont aperçus qu'il y avait une relation pédagogique qui pouvait se mettre en place à distance. Alors, moi, ce que je voudrais dire dans cette présentation, c'est qu'il y a un problème de vocabulaire et le vocabulaire va vraiment, ou de lexique en tout cas, qui va vraiment structurer la manière dont on pense les choses. Par exemple, faut se rappeler que dans les années 50, en Australie, on avait The School of the Air, hein, cette école par les airs où il y avait de l'enseignement avec la radio pour les fermes isolées dans le bush australien. Et le fait de l'appeler The School of the Air, ce qui s'est passé, c'est que dans les fermes, on mettait en place des salles de classe, c'est-à-dire que la chambre de l'élève où une pièce était dédiée, était décorée comme une salle de classe. Donc l'idée, c'était vraiment de transporter la salle de classe et c'est comme ça que ça avait été pensé. Et ça, je l'ai vu pour certains enseignants dans l'école primaire en France qui ont transformé leur bureau
eux, en salle de classe, avec les dessins des élèves qui parvenaient par courrier. Si on parle de téléenseignement, c'était le terme qui était consacré il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est finalement insister sur le problème de la distance. Et donc, finalement, on va insister sur des problèmes, comme lorsqu'on parle de e-learning, sur les aspects techniques. On va penser au timbre pour envoyer des choses, c'est ce qui se passait il y a 30 ans. On va penser à la radio, on va penser à la télé. Bon, maintenant, on pense plutôt à Internet pour résoudre ce problème de distance. Mais le problème, effectivement, c'est que si on utilise ce terme-là, c'est la distance qui n'est pas problématisée. Parce que finalement, si on utilise le terme apprentissage à distance, là, on va penser les choses différemment. On va penser finalement quelles sont les conditions que moi, en tant qu'enseignant, je dois mettre en place pour qu'il soit possible de mettre en place un apprentissage. Et je pense qu'il faut bien choisir les termes. Donc, moi, je pense qu'il faut bien problématiser cette distance en réfléchissant sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on voit tout de suite la distance physique, tout le monde l'a bien vécu. On n'est pas en contact physique avec nos étudiants, mais moi, je pense qu'il y a aussi une distance culturelle. Il y a un problème d'acculturation. Il y a aussi une distance en raison des modes de vie et à la disponibilité des étudiants qui ne sont pas forcément disponibles. Il y a la distance, et ça, les étudiants nous l'ont renvoyé très, très fort en nous disant, mais attendez, vos cours synchrones, ça coince. Et puis, il y a une distance aussi avec du fait que certaines formes d'interaction sont empêchées par exemple, entre les étudiants, du fait que si l'enseignant ne met pas en place du travail collaboratif, il n'y aura pas de travail, d'interaction entre les étudiants. Donc, pour moi, il y a 4 dangers. Bon, un danger qui serait de se focaliser sur la délivrance d'un message qui est à distance. Donc, ça, c'est un premier problème, à mon avis. Et les choses sont souvent pensées selon les relations enseignants-étudiants. Mais il faut aussi penser les choses selon les relations entre étudiants. Il y a la question des solutions technocratiques. Bon, là, je ne vais pas développer plus. Il y a la question de la problématisation de cette distance. Par exemple, si on fait une présentation synchrone à heure fixe, on risque que l'étudiant ne soit pas disponible. Et puis, il y a un oubli, il me semble, dans cette façon de penser les choses. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi dans mon expérience. C'est qu'on a oublié que ça touchait à l'identité professionnelle de l'enseignant. L'enseignant, finalement, il va perdre un certain nombre de responsabilités, qui est par exemple la conception du dispositif qui peut être laissé à un ingénieur pédagogique qui est plus compétent que lui, le suivi et l'accompagnement qui peut être laissé à un tuteur, l'expertise qui peut être mise en cause, parce que finalement, pourquoi moi, en tant qu'Éric Sanchez, je ferais un cours sur tel sujet alors que j'ai un collègue beaucoup plus compétent, par exemple à l'université de Mons, qui pourrait faire une vidéo beaucoup plus intéressante que la mienne. Quand je suis arrivé à Sherbrooke, j'ai été responsable d'un cours à distance. On m'a dit non, mais vous n'allez pas l'enseigner ce cours, vous allez gérer sa production. C'est-à-dire que ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de gérer d'abord l'ingénieur pédagogique de manière à ce qu'il puisse mettre en place des activités qui soient pertinentes. On m'a demandé de gérer également le technicien qui, lui, a mis en place des choses techniques pour que les choses se fassent. Et puis derrière, finalement, je n'ai jamais donné le cours. Par contre, il y a 12 personnes qui l'ont donné. Le cours a été cloné 12 fois et c'est 12 personnes qui ont donné ce cours. Donc, en fait, il considérait qu'il me payait pour mon expertise de prof, c'est-à-dire avec quelqu'un qui était capable de définir des objectifs pédagogiques et puis de mettre en place un dispositif d'enseignement pertinent, mais surtout pas pour faire des choses techniques, par exemple. Voilà, j'ai des idées sur peut-être les scénarios pour le monde d'après, mais comme j'ai déjà déplacé le temps, je vais pas aller plus loin. Merci Eric d'avoir surveillé la montre. Merci pour cette superbe introduction. Je pense que la question que tu poses sur cette problématisation de distance et en mettant le parallèle avec le e-learning, elle est intéressante, mais elle est effectivement elle est dans nos questionnements. On n'est pas nous ne sommes pas des institutions. Globalement, on est un regroupement d'institutions qui n'est pas spécialiste de la distance. Et donc, on a effectivement tous fait du bricolage. On a effectivement tous redécouvert que l'étudiant était un être humain doué de conscience et qui avait ses difficultés d'apprentissage. Et on se pose cette question. Par contre, comme toi, comme Bruno, on est des gens qui
qui tournons autour de ces questions d'innovation, de numérique et de pédagogie. Et c'est bien de là dont on parle. Et cette question de e-learning, à la fois le e-learning, enfin on en rediscutera peut-être, mais faut pas que je me mette à parler. Bon, je finis mon idée quand même. Cette question de e-learning, elle est importante, mais est-ce que effectivement c'est ce que tu décrivais en fin de ton intervention qu'on vise, ou est-ce que c'est bien la question de cette évolution professionnelle qu'on va se poser? Et quels sont les fondamentaux qu'on va garder. Donc je pense qu'il y a toutes ces questions-là qui vont se poser, tu les as bien présentées. Je te remercie, je propose qu'on continue le tour de table puisque Bruno a pris la main, et là, donc on va l'écouter avec intérêt sur son point de vue. Mais voilà, je voulais juste dire qu'on n'était pas des spécialistes du e-learning, bien loin de ça. À toi Bruno. Très bien, merci Jean-Marie, merci de m'avoir convié à cette table ronde un peu spéciale, mais on en est là, donc c'est très bien. J'ai tout de suite partagé mon écran parce que j'ai prévu des petites diapos, mais qui j'espère... oula. Qu'est-ce qui me... Mon partage d'écran, portion d'écran, hein, si vous voulez bien le faire, passe... Où suis-je? Oh là là, je n'ai pas paramétré le bazar avant, voilà. Ah non, ça ne va pas. C'est pas grave. Bon, ben tant pis. Je fais sans ce que j'ai prévu là, c'est pas grave. Donc, Bruno de Lièvre, Université de Mons. Alors, l'Université de Mons, c'est une université par rapport à d'autres qui est relativement réduite, puisque nous avons 8000 étudiants, donc il y a 7 facultés, 2 écoles. Moi, je travaille dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, dans un service qui s'appelle ingénierie pédagogique et numérique éducatif. On est une petite équipe de 12 personnes autour de ces sujets-là. Et donc, oui, tout ce qui touche à la formation à distance, au numérique dans le domaine de l'éducation, ce sont nos champs habituels d'activité. Donc, c'est vrai que, je veux dire, quelque part, on était prêt, mais en même temps, on a redécouvert pas mal de choses. Et c'est ça, je trouve, qui était intéressant. Mais je ne vais pas vous parler de notre expérience à nous en particulier, mais plutôt de celle qui a été vécue à l'Université de Mons, donc de manière plus générale, mais avec un regard qui est quand même celui de nous en tant que, entre guillemets, plus spécialistes, comment ressentons les choses dans une situation telle que celle-là. Alors, la première, c'est donc en Belgique, le confinement a été, on va dire, rendu obligatoire à partir du samedi 14 mars. Et en fait, l'université a décidé dès le 13 mars de fermer l'entièreté de l'université pour les étudiants jusque, dans un premier temps, début juin, puis après fin juin. Donc, ça a été très, très vite décidé que les étudiants n'allaient plus être là et que nous allions passer à ce qui a été intitulé à un moment un enseignement virtuel. Alors, la terminologie était un peu particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude, nous d'entendre, mais bon, voilà, je pense que voilà, ça veut bien dire aussi que chacun essaye d'exprimer les choses en fonction de sa propre perception. Et très vite, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce passage immédiat à un enseignement, dans ce cas-ci à distance, eh bien, il était, comme l'a dit Eric, très compliqué et pour les étudiants et pour les enseignants. Par contre, ce qui a émergé très rapidement, c'est plusieurs idées qui sont pour moi de l'ordre des valeurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, tout de suite est venue l'idée de bienveillance. C'est-à-dire, soyons bienveillants vis-à-vis des étudiants qui n'ont peut-être pas la possibilité de participer à tout ce qui serait prévu pour eux, par rapport aux enseignants qui ont besoin de temps sans doute pour mettre en place les choses de façon à ce que le cours normal, on va dire, des enseignements, puisqu'il n'était pas terminé, puisse se poursuivre. Une deuxième valeur, c'est celle de la solidarité, c'est-à-dire en quoi est-ce que les services peuvent s'aider mutuellement, en quoi est-ce que les gens plus experts ou plus familiers d'un certain type d'expérience peuvent aider les autres. Et donc ça aussi, je trouve que c'est ce que ça a fait émerger, et très rapidement, vraiment dans la première semaine, très vite ces éléments-là, situation de crise, je crois, fait qu'à un moment donné, on se mobilise par rapport à
voilà, que fait-on en situation de crise et donc comment l'université réagit-elle en tant qu'institution et personne dans cette institution. Très vite aussi est venue cette notion de réalisme. Ça veut dire nous n'allons pas, à l'aide d'un certain nombre d'outils, quels qu'ils soient, résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est une situation de crise, eh bien, il faut accepter qu'elle ait des aléas. Il faut accepter que ce qui va être mis en place ne soit pas la solution parfaite. Et je crois qu'Éric l'a évoqué en disant ce n'est pas de l'enseignement à distance à proprement parler que nous allions mettre en place. C'était, alors je ne parle pas nécessairement pour nous, mais de manière générale, c'était du bricolage à partir de ce que chacun était capable de maîtriser comme type de dispositif pour pouvoir en faire part à ses étudiants. Et donc, je trouve que c'est important parce que faire croire que la solution technologique est la solution à tous les problèmes pédagogiques, c'est permanent en fait comme réflexion. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir cette idée-là en tête et qu'il ne faut jamais estimer que parce qu'il y a une solution technologique, eh bien, elle va résoudre tout ce que l'enseignant doit malgré tout envisager comme type de solution pour que son cours ait du sens, pour que son cours soit adapté à ses étudiants, pour que son cours soit intéressant. Ensuite, je vous fais un petit peu, j'ai un peu construit ce que je voulais dire d'une façon, on va dire, temporelle. J'ai pu animer une conférence sur, tiens, mais quelles tâches à distance pour les étudiants, que prévoir en termes d'activités que les enseignants doivent réfléchir pour que les étudiants puissent s'y retrouver dans un dispositif que peut-être ils ne maîtrisent pas et que surtout les enseignants n'ont pas tellement l'habitude de développer. Et ce qui a émergé assez rapidement, c'est cette idée que oui, transmettre de l'information, c'est ce que on peut peut-être faire très aisément quand on est dans un auditoire. Quand on est à distance, on se rend compte que c'est l'activité de l'apprenant qui a beaucoup plus de sens. Et comment va-t-on mettre en œuvre une activité de l'apprenant à distance? Et donc, ça complexifie la réflexion. Ça demande de vraiment maîtriser les dispositifs de façon importante, tout en maintenant une présence sociale. Et ça, je crois qu'Éric l'a évoqué aussi, c'est ce contact avec les étudiants qui a été préservé, ce contact avec les étudiants qu'il faut préserver, ce contact qui a parfois été fort différent de ce qui se passait en présentiel. Nous avons des étudiants sur 2 sites, un site à Mons en cours du jour, un site à Charleroi en cours du soir. Les étudiants en cours du soir à Charleroi sont parfois amenés à se déplacer pendant plus d'1 heure et demie pour venir au cours, venir à 2 ou 4 heures de cours en fin de journée après leur travail et repartir refaire 1 heure et demie à 2 heures de trajet parfois. Eux étaient très satisfaits de la modalité. Plus de déplacement, la possibilité de pouvoir s'intéresser directement aux cours qui étaient dispensés d'une manière différente, mais avec une disponibilité beaucoup plus grande de leur part et de la part des enseignants. Donc, parfois, être dans une situation de crise comme celle-là, en fait, la solution qui est envisagée est meilleure que celle, pour moi en tout cas, et pour certains d'entre eux, que celle qui existait auparavant. Et donc, ça remet en question, et je pense que cette réflexion se fait au niveau de l'université, cette modalité pour des enseignants qui sont en situation professionnelle, qui viennent suivre des cours à l'université en soirée, et auxquels on demande beaucoup de temps de déplacement, alors qu'en fait, on pourrait les limiter en mettant en place de façon plus importante des dispositifs tels que ceux qui ont été proposés pendant cette période. Alors, ce dont on se rend compte aussi, c'est que, évidemment, les enseignants, Éric l'a évoqué en partie, n'ont pas nécessairement le temps de se former à tout ce qu'exige, en fait, une réelle formation à distance en termes de conception, en termes de suivi. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des supports qui ont été mis en place pour que les enseignants puissent, par des bribes d'informations qu'ils pouvaient pêcher de ci, de là, mieux mettre en place ce qu'ils souhaitaient. Et donc, je crois que ça révèle aussi la manière dont les enseignants sont accompagnés au niveau de l'enseignement supérieur, et chez nous, de l'université en particulier, par rapport à ces différents aspects. Et donc, nous avons un service d'appui pédagogique qui est, vous l'imaginez bien, submergé de demandes en tous sens, et qui a vraiment tenté de mettre en place tout ce qui était possible avec les moyens qui étaient les leurs. Donc, pour 7000 étudiants et pour un nombre d'enseignants qui tournent autour de
à peu près, quel est le nombre d'enseignants? Oui, c'est ça. Il y a 1200, entre 1200 et 1400 enseignants. Pour tous ces enseignants, enfin, que mettre en place pour les aider? Et donc, nous avons un technopédagogue, un en cours de recrutement qui a été recruté pendant la période et un autre qui va arriver. Donc, pour toute l'université, il y a en fait 3 personnes qui vont être dédicacées à ce type de dispositif. Et donc, en termes de moyens humains, c'est très, très, très réduit. Il suffit, entre guillemets, que quelqu'un soit plus disponible pour que vraiment tout le dispositif ait beaucoup de difficultés à se maintenir et à ce que les enseignants obtiennent le support qu'ils méritent, en fait, parce que c'est normal de fournir tout ça aux enseignants. Alors, comme l'a évoqué Eric aussi, la problématique technique est très vite émergé et la décision de l'université au travers du vice-rectorat à l'enseignement, ça a été d'identifier des outils institutionnels pour que personne ne soit lésé. Ça veut dire, en gros, chez nous, ça a été Teams et ça a été Moodle. Et donc, l'idée, ça a été de dire, voilà, que les enseignants soient formés à un minimum, que les étudiants puissent savoir sur quels outils ils vont pouvoir retrouver ce que les enseignants vont pouvoir leur fournir. Et donc voilà, c'est un choix. Alors après, ces choix ne conviennent pas toujours nécessairement à tout le monde parce que certains ont des habitudes, ont des spécificités. Après, personne n'interdit à qui que ce soit de faire autre chose. Mais en tout cas, ce qui était mis en avant, c'était essayons, par souci d'équité, que tout le monde puisse bénéficier des dispositifs qui sont supportés. Une particularité, oui, c'est bientôt fini, c'est ça? Après, si tu as encore d'autres choses, on aura encore le temps de placer, d'échanger. Je ne sais pas si tu Une minute. Ouais. Voilà, vas-y. Une minute. Je termine avec ça. Donc, en fait, ce qui était assez particulier, c'est que les autorités se sont rendues compte de la difficulté que notre Moodle aurait à tenir la route pour la période des examens si vraiment il y avait beaucoup de connexions. Et donc, il a été ouvert un autre Moodle spécifique aux examens pour essayer d'un peu répartir la charge, on va dire. Alors ça, voilà, c'est en cours de route. Pour l'instant, ça marche bien. Les examens ont commencé. Ça a demandé de la part des enseignants de faire des transferts un peu techniques, mais voilà, c'était une solution pour éviter que la surcharge fasse que plus rien ne marche. Et alors, une autre chose, c'est que, bien sûr, on a demandé à tous les enseignants d'essayer de réimaginer des situations d'évaluation beaucoup plus adaptées à la distance. Et là aussi, il y a eu un vrai support. Et ça, je trouve que, de nouveau, ça change les choses, ça change les optiques, ça change le sens que l'on peut donner et aux apprentissages et à l'évaluation. Voilà, je m'arrête là. Superbe. Moi, on va pas dériver. J'ai une grille de lecture là qui est le questionnaire de Bruno Latour, qui est qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qui a été mis en évidence. Tu as bien montré les valeurs qui ont été mises en évidence, les supports qui ont été mis en évidence. Il y a la question de qu'est-ce qu'on pourrait cesser, tu as parlé des déplacements qu'on pourrait limiter, des types d'activités qu'on pourrait limiter, et puis après, je pense qu'on aura la question qu'est-ce qu'on peut créer, mais comme disait Eric, on va en parler plus tard. Gaëlle a l'air prête, et donc on va lui laisser la parole rapidement. Et merci Bruno pour cette belle introduction qui t'honore et qui te ressemble. C'est super, merci. Gaëlle, à toi. Est-ce que tu peux partager ton écran? Est-ce que tu arrives à partager ton écran ou est-ce que tu as le même problème que Bruno? Non, je vais essayer de partager l'écran. Voilà, une pro de l'enseignement à distance. Vous voyez mon écran? On voit ton écran. Alors, merci effectivement pour cette invitation. Alors moi, je vais vous prendre le point de vue d'une enseignante et d'une chercheure qui travaille sur l'enseignement et l'apprentissage à distance. Alors moi, j'enseigne en contexte hybride depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est un contexte que je connais bien. Et je vous donne ici un petit peu la question que je me donne actuellement, qui est de comment réhybrider l'hybride, puisque j'enseigne. Est-ce que ça va marcher? Hop. Alors, je partage l'écran, mais j'ai mon écran qui s'est complètement
figé. Ah, voici. Je vous ai, si jamais, déposé la présentation dans le chat si cela vous intéresse. Donc moi, j'enseigne dans 2 formations hybrides. J'enseigne dans le Master Malte, qui est le master proposé par le TECFA de l'Université de Genève. Le TECFA est l'unité des technologies éducatives donc de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et donc le Master Malte est une formation hybride. Mais j'enseigne aussi également dans le bachelor de psychologie d'Unidistance, qui est aussi une formation hybride. Donc, comme l'a dit Jean-Marie, je suis intéressée actuellement par les émotions, l'autorégulation et l'engagement, et l'apprentissage collaboratif. Donc, si jamais j'ai des petits liens dans la présentation, liens sur ma page web, dans tous les cas. Alors, je vais d'abord présenter ce qui s'est un petit peu passé au niveau de l'Université de Genève. Alors, comme l'a dit Eric, l'Université de Genève a été vraiment très réactive. Donc, depuis le 16 mars 2020, l'Université de Genève a suspendu l'ensemble de ses activités d'enseignement en présentiel, et ce pour la durée du semestre de printemps 2020. Donc, voilà, l'intégralité de l'enseignement se déroule à distance. Et donc là, vous avez la page web que l'Université de Genève a créée très rapidement avec ce qu'elle propose comme alternative pour l'enseignement à distance. Et donc, vous voyez, c'est assez drôle, hein, vous voyez que les propositions sont principalement des propositions techniques, technologiques, donc avec différents outils, Moodle, Media Server, Zoom, Camtasia, etc. Bon, derrière cette page, il y a également des offres plutôt plus pédagogiques, avec notamment proposées par le pôle soutien à l'enseignement de l'Université de Genève, le SEA, pôle SEA, qui propose des tutoriels et puis aussi des cours en ligne pour plus de soutien pédagogique à travers l'utilisation de ces différents outils. L'Université de Genève a également très vite fait un sondage auprès des étudiants. Donc, c'est un sondage qui date du 21 avril 2020. Et puis, j'avais envie de vous donner un petit peu les principaux résultats de ce sondage pour vous donner un peu on va dire, l'atmosphère qui règne au sein de la communauté étudiante. Donc, les étudiants, d'une façon générale, jugent l'enseignement à distance de bonne qualité. Ils sont plutôt contents de la façon dont on a réagi rapidement à cette période de confinement. Mais pour certains, et notamment les étudiants en médecine, ils ont une crainte d'être pénalisés, notamment pour les cours qui impliquent la pratique, puisqu'on n'a plus du tout la possibilité de faire les travaux pratiques. Donc, il y a cette inquiétude-là. Tous jugent de façon assez massive le fait que cet enseignement à distance leur a demandé plus de travail. Et donc, ils ont rencontré aussi différentes difficultés qui sont finalement les difficultés classiques qui sont observées en contexte de formation à distance. Le manque de place de travail au calme, ça c'est un point qui est très important. Les difficultés à se concentrer, à se motiver, à s'organiser, à être productif et efficace. Donc, cette problématique de concentration et de motivation et d'organisation ressort. Le sentiment d'isolement. Et puis aussi, certains étudiants ont évoqué le sentiment d'avoir été abandonnés par certains par certains enseignants, abandonnés parce qu'il y a des enseignants qui se sont en fait contentés de remettre les slides des cours de l'année précédente et ils n'ont pas forcément apprécié cela. Et puis aussi, ils l'ont évoqué, des difficultés à maintenir du lien et à maintenir du lien entre eux, du lien avec les enseignants, mais surtout entre eux. Et donc ça a été quelque chose qui a été rapidement évoqué. Quelques conclusions, 2 grosses conclusions qui ressortent de ce sondage, et c'est des conclusions que je trouve vraiment intéressantes. La toute dernière question du sondage a été est-ce que cette parenthèse
dans quelle mesure avez-vous trouvé cette parenthèse intéressante du point de vue de l'enseignement et de l'apprentissage? Et c'est une question qui a parfois suscité des réactions affectives assez vives. Mais l'idée, c'est que certains, une grande majorité des étudiants la trouvent intéressante parce que ça leur a montré la possibilité de rendre flexible cette manière d'étudier. Effectivement, il y a des étudiants qui ont évoqué le fait que ça réduit beaucoup les déplacements, notamment chez les frontaliers, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on a quand même presque une heure mobilisée chaque jour pour pouvoir aller jusqu'à Genève. C'était intéressant parce que ça leur a aussi montré effectivement ce besoin d'être autonome dans leur propre apprentissage. Ce qu'ils ont vraiment trouvé intéressant et ce qu'ils veulent vraiment, ce qui doit être maintenu, c'est le fait de pouvoir avoir tous les cours enregistrés. On a déjà pas mal de cours enregistrés à l'Université de Genève et qui sont déposés dans le média serveur, mais vraiment, c'est quelque chose qui doit être vraiment de façon systématique. Voilà, c'est ce qui est relevé. C'est ce qui doit rester de cette période, c'est vraiment l'enregistrement systématique de l'ensemble des cours. D'accord. Par contre, ils veulent vraiment tous que ça revienne à la normale une fois cette parenthèse terminée. Donc je vous donne un exemple d'étudiant qui raconte qu'elle ne souhaite en aucun cas que les cours en présentiel soient laissés à l'abandon au profit de l'université en ligne. Et ça va un petit peu à l'encontre de cette idée, notamment de ce projet de loi en France qui circule, cette idée d'un enseignement distanciel comme un complément, voire une solution alternative. Voilà, ici, je vous présente juste très rapidement un petit peu la façon dont le TECFA a réagi très vite à cette période de confinement. Donc, les collègues ont créé une page dans l'EduTech Wiki. Donc, l'EduTech Wiki, c'est un petit peu la bibliothèque collaborative qui a été mise en place par un collègue, Daniel Schneider, depuis très longtemps et qui récapitule en fait l'ensemble des problématiques liées aux technologies éducatives. Donc, on a mis en place cette page Enseigner à distance dans l'urgence. Donc, si vous pouvez aller cliquer sur le lien, il y a plein de conseils qui ont été rédigés par les collègues, qui sont des conseils tout à la fois sur un plan technique, mais sur un plan également pédagogique. Je voulais juste vous faire part un petit peu de mon expérience personnelle en tant qu'enseignante à distance au sein du Master Malte. J'ai donné il y a maintenant 3 semaines le cours ADID, qui est apprentissage digital et formation à distance. C'est un cours projet dont l'objectif est de faire concevoir en équipe une action de formation collaborative, cette fois-ci entièrement à distance. Donc, c'est un cours qui s'adresse à 17 étudiants. Nous sommes 3 pour ce cours, donc moi et 2 assistants. Et donc, c'est un cours qui est une alternance entre une semaine en présence et 7 semaines à distance. Donc, nous sommes actuellement dans les semaines à distance, mais juste vous donner le témoignage de comment cette semaine en présence s'est déroulée et s'est déroulée de façon totalement virtuelle. Voici la semaine. Donc, c'était la semaine du 4 au 8 mai. Donc, ça, c'était ma semaine, donc, qui était relativement chargée. Donc, vous avez vu qu'elle était chargée tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Et puis, je donnais également cours le samedi matin, cours en présence virtuelle le samedi matin au bachelor de psychologie, le cours de psychologie de l'éducation. Donc, ça, c'est ma semaine. Très rapidement, un petit peu les activités qu'on a proposées. Donc, on a travaillé. En fait, j'ai fait une transposition complètement directe de ce que je fais normalement durant cette semaine en présence. Donc, avec une alternance d'exposé et de travail de groupe. Et voici un petit peu tous les outils les outils technologiques qu'on a utilisés. Donc, on utilise massivement le Zoom pour ces séances en présence virtuelle.
On utilise Discord. J'ai utilisé pour le travail de groupe des pads, donc le TechFapad qui est l'équivalent de Framapad pour les outils de rédaction collaborative. Donc voilà, j'ai une 30aine d'heures de Zoom en une semaine. Donc, voici l'état dans lequel je suis arrivée à l'issue de cette semaine et l'état aussi dans lequel les étudiants sont arrivés. Donc, voilà. Et c'était assez drôle de voir comment, en fait, finalement, je n'ai pas réussi à appliquer ce que j'enseigne et ce que finalement je dis en tant que chercheur. C'est-à-dire que j'enseigne tout à la fois l'idée que tout dispositif pédagogique qui ignore les limites de nos capacités attentionnelles, ça ne permet pas l'apprentissage. J'enseigne aussi que j'écris en tant que chercheur l'idée selon laquelle la formation à distance peut mettre les étudiants sous pression, peut faire vivre des périodes de fatigue mentale et qu'il y a de la nécessité de prendre en compte ces aspects-là pour pouvoir scénariser les différentes activités à distance et en présence. Et voilà, j'ai été dans cette incapacité de m'appliquer moi-même ces bons conseils. Donc, quelles leçons en tirer, ça, j'en discuterai volontiers avec vous. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que du fait de cette période un peu douloureuse, pour reprendre un peu le terme d'Éric, donc de cette semaine douloureuse qu'on a vécue tous ensemble, les étudiants et moi, donc j'ai demandé aux étudiants en Malte de me faire un petit retour pour voir un peu ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils pensent un petit peu intéressant de garder. Donc voici les points qu'ils ont évoqués. Donc les séances hybrides sont très appréciées. Donc par hybride, ils entendent des séances qui sont des séances en présence virtuelle qui sont plus courtes que ces séances en présence présentielle, avec vraiment des alternances entre de la lecture de théorie et puis des Zoom meetings avec l'enseignant suite à la lecture. Ils aiment beaucoup l'idée aussi qu'on varie les types d'activités, donc que ce soit des travaux de groupe, des regroupements, pour permettre de tenir l'attention durant le présentiel. Ils aiment aussi beaucoup le travail sur des projets, que ce soit en individuel ou en groupe, avec des feedbacks synchrones de l'équipe enseignante. Et puis, ce qui les a permis de tenir vraiment, c'est cette communication entre eux, par le biais de cette plateforme inofficielle. Donc ils utilisent Slack, on utilise Mattermost pour l'équipe pédagogique. Donc voilà, ça les a vraiment aidés à rester motivés. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je ressors de ces retours d'étudiants, j'en garde deux principales leçons. D'une part, de l'importance d'hybrider à l'intérieur des cours, donc avoir dans ces séances de 3 heures, dans ces séances en présence présentielle de 3 heures, 3 heures et demie, des moments d'autonomie et puis mixés à des moments en live qui seraient principalement des moments dédiés à du tutorat. Et puis, l'idée que cette notion d'hybridation, c'est aussi travailler sur cette notion de temporalité, donc varier des moments, mais aussi varier les activités. Ça, c'est ce qui ressort un peu de ce retour des étudiants. Voilà, pour terminer, dire que les étudiants de l'Université de Genève ont expliqué à quel point l'enseignement à distance pratiqué pendant cette période leur a fait prendre conscience finalement du plaisir et de l'importance de suivre un enseignement classique. Ça, c'est vraiment une des grosses conclusions qui ressort du sondage qui avait été mené par l'Observatoire de la vie étudiante. Et puis, moi, j'ai envie de me confier un peu sur un plan affectif, c'est-à-dire que moi, j'enseigne depuis 13 ans et qu'en fait, cette période particulière m'a fait prendre conscience à quel point j'avais besoin, moi, en tant qu'enseignant, de présence en présence. Et ça, pour faire référence à la notion de présence à distance d'Annie Gézégou. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai d'autres choses. Là, on est en train de mener une grosse enquête avec Stéphanie Fleck et Élise Lavoué. Je vous en dirai peut-être plus si j'en ai l'occasion. Voilà. Teasing.
Je dis teasing, c'est bien. Voilà, c'est un petit peu, ouais, c'est ça. Ok, mais en plus, effectivement, il y a des choses qui se passent par là qui sont intéressantes. Mais avant de rentrer dans votre travail là, avec Élise et j'ai oublié j'ai pas retenu le nom du troisième, tu m'as dit Élise, donc toi, Élise Lavoué et Stéphanie Fleck. Stéphanie Fleck, oui, pardon. Déjà à l'Université de Lorraine, on a plus de 2000 réponses aux questionnaires, donc c'est assez énorme, c'est assez massif quand même. C'est effectivement. Mais bon, on va finir notre tour de table si tu veux bien. Merci pour ce regard croisé entre étudiants et enseignantes. C'est tout à fait intéressant. Et puis, on va prendre un autre regard avec Olivier qui a l'air de bouger un petit peu et qui se prépare et qui va nous donner le point de vue organisationnel, je pense plutôt. Ouais. Alors, bonjour à toutes et tous. Moi, donc, je suis Olivier Épinel, directeur des formations et de la pédagogie à Institut Mines Télécom Business School. Donc, l'ensemble des programmes, du bachelor au master, les MS, les MSc, etc. Je suis prof également, parce que j'enseigne. Je fais quand même des cours. C'était quand même mon métier premier à l'IMT. Ça fait 20 ans que j'y suis. Et on est une école de management. Donc, du coup, je viens de centrer sur ce que nous, on a fait à l'école, même si on est dans un environnement IMT avec les écoles d'ingénieurs. Et là, pour le coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Olivier est là, donc il sait ce qu'on a fait ensemble avant et pendant moins, mais avant le confinement. Et du coup, c'est important de partager ce qui a été construit. On est une école de management qui est positionnée sur la transformation digitale. Et donc, du coup, un peu comme ce que vient d'évoquer Gaël, moi, j'aime bien en fait faire ce que j'enseigne, pratiquer ce que j'enseigne, quoi. Et du coup, ça fait maintenant 6 ans que j'ai pris le poste à l'école. Et quand j'ai pris la direction des formations, mon objectif a été de faire en sorte que cette transformation digitale puisse se faire. Et donc, quand on regarde en fait cette année 2019-2020, c'est pour nous l'année, elle n'a pas commencé. Enfin, le Covid n'a pas commencé en mars 2019, en mars 2020. Il a commencé de fait en octobre-novembre. Et du coup, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on est soumis au problème des grèves de transport en commun. Enfin, l'école est en Île-de-France. En Île-de-France, avec 60% des étudiants qui ne logent pas sur le campus. L'école est sur un campus qu'elle partage avec TSP, autre école d'ingénieurs du groupe, une télécom. Mais nos étudiants à nous, en fait, seulement 2/3 vivent sur le campus, enfin seulement 1/3 vivent sur le campus. Les autres sont toujours en déplacement, etc. Donc, en fait, les grèves à répétition depuis 2 ans font que mécaniquement, cette problématique en fait, du distanciel, des transports, de la difficulté et autres, elle s'applique pour toutes les personnes. Et donc, on a inscrit notre réflexion, elle s'inscrit dans la durée, en fait, depuis un moment maintenant, dans cette logique de transformation digitale. Et ce qui nous a permis peut-être de passer relativement bien, on va dire, les premières étapes du Covid, c'est que on avait tout fait en sorte que les gens puissent travailler à distance. Notre problème à l'école, c'est que nos étudiants, ils se déplacent. Ils sont bien sûr en cours, mais ils vont partir à l'international, ils vont partir en stage, il y en a qui sont en apprentissage. Et donc, mécaniquement, en fait, ça veut dire qu'ils devaient être capables de pouvoir accéder à l'école dans toutes ces dimensions. Et quand je dis dans toutes ces dimensions, c'est à la fois dans les ressources, au travers de la médiathèque, donc en ligne, mais bien sûr, l'accès au personnel sur les problématiques de stage, d'apprentissage, de scolarité, et puis éventuellement aux enseignants-chercheurs quand ils vont être encadrés à distance. Donc, bien évidemment, en fait, toute l'infrastructure de l'école, elle a été construite et pensée comme ça. On a un choix de plateforme Moodle à l'école, et donc on a beaucoup travaillé pour avoir un alignement entre le SI étudiant et le Moodle, ce qui fait que depuis le départ, chaque cours est associé à un espace Moodle. Alors après, les profs l'utilisent pas comme ils le souhaitent, mais par définition, en fait, chaque cours est associé à un espace Moodle, et on bascule en fait facilement toutes les informations de la scolarité, les cohortes, les enseignants, etc., dans l'espace Moodle, et après, le prof est libre de faire ce qu'il souhaite dans Moodle. Ce qu'on a mis par contre en place, c'est que depuis longtemps, en fait, on a mis ensemble un ensemble de fonctionnalités de base dans les cours, dans l'espace de cours Moodle, pour que les profs puissent retrouver, par définition, des choses basiques, un calendrier, un forum, tout un ensemble de fonctionnalités de base, en fait. Et puis des supports pour les examens, des QCM, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler. Donc ça, c'est ce qui fait depuis longtemps, en fait, à l'école. Parallèlement à ça également, on a beaucoup travaillé sur le télétravail. Et donc, ce qui fait que toutes nos équipes ont été habituées à travailler en télétravail. Ça fait 3-4 ans que je me suis pas battu, le mot c'est pas battu, mais que j'ai vraiment imposé en fait aux équipes de dire
tu prends le télétravail, tu fais une journée de télétravail, tu regardes comment ça se passe. Et après, on viendra après s'il y a besoin, mais par définition, je souhaiterais vraiment que tout le monde fasse du télétravail sur une journée. Alors, c'était compliqué, etc. Mais globalement, ça a eu deux avantages pour nous préparer au Covid. Le premier, c'est que tous les gens étaient équipés. Et donc, on n'a pas eu de problème en fait, de bascule au moment de savoir est-ce qu'il fallait ou pas récupérer du matériel, etc. Petit 1. Et petit 2, les gens avaient l'habitude aussi d'avoir il y avait des usages qui étaient déjà créés en fait, en termes de transfert de mobile, en termes de gestion de réunions, etc., qui faisaient que mécaniquement, en fait, ils avaient une appropriation plus forte dans la logique du télétravail. En fait, les deux populations à l'école qui n'avaient pas cette habitude plus que ça, en fait, c'est les profs et les étudiants. Mais globalement, en fait, autour, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, du coup, on avait déjà eu quand même de premières alertes en novembre-décembre avec les grèves, très clairement. Donc, on a eu du distanciel en pointillé, on a dû faire des évaluations en ligne, organiser des examens de TOEIC en ligne, etc. Donc, tout ça, on l'avait déjà préparé. Hein. C'est un peu comme si l'année 2019-2020, on avait eu une première répétition, on va dire, en novembre-décembre, et puis la grande manifestation, enfin la grande représentation au mois de mars. Tous ces éléments-là, en fait, ont fait que quand on est arrivé assez rapidement à envisager la situation du Covid, on a tout de suite imaginé qu'on serait confiné. Alors là encore, l'histoire, hein, à l'époque, il y a 10 ans, j'étais enseignant en marketing sur le campus et on avait un groupe d'étudiants mexicains dont un avait été testé positif au SRAS. Et donc, d'emblée, on avait été prévenu que le campus allait être confiné. Et donc, à l'époque, on avait mis en place en fait, des plans d'activité pour voir ce qui allait se passer sur le confinement. Donc, au mois de décembre, quand on a commencé à voir entre les grèves, bon, les grèves étaient un point en particulier, mais quand on a commencé à voir en fait, des étudiants qui nous expliquaient que c'était compliqué, enfin pour des étudiants qui étaient à l'étranger, c'était compliqué, qu'on ne savait pas si les universités allaient continuer, si elles allaient fermer, etc., etc. Du coup, dès le mois de décembre, on a commencé à se poser des questions quand même sur ce qui allait se passer en France. Et contrairement en fait, à ce qui s'était passé avec le SRAS, où on avait pris plutôt avec un étudiant qui arrivait, on a commencé à réfléchir en disant concrètement, si on est confiné, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi qui est confiné sur le campus? Comment on fonctionne? Et donc, au mois de janvier, on a vraiment commencé à réfléchir sur la continuité, d'un point de vue vraiment au niveau de la structuration de l'école. Jamais on avait imaginé qu'en fait, on serait confiné, que la France serait confinée, que le monde serait confiné. Jamais on avait imaginé ça. Mais on était parti du principe que le campus serait confiné. Ça, c'était sûr, pour le coup. Et donc, du coup, quand on a travaillé sur le confinement, on a toujours essayé de travailler en se disant, voilà, qu'est-ce qui se passe si on est confiné? Comment ça se passe? C'est quoi la logique de la durée, très clairement? Et quel sera l'impact, en fait, sur les personnels et sur les étudiants? Et donc, en janvier, février, quand on a vu les décisions qui ont été prises en Chine, puis en Corée du Sud, et puis à Séoul, à Taïwan et compagnie, on s'est rendu compte assez rapidement que, en fait, la durée moyenne de confinement, c'était 2 mois, 60 jours. En dessous de 60 jours, en fait, il n'y avait pas de situation. Et donc, la décision très vite a été prise de dire on bascule tout le semestre en ligne. C'est fini. On ne reverra plus les étudiants sur le campus. C'est terminé. Ni les profs, ni personne d'ailleurs. Et donc, ça nous a permis en fait de faire deux choses. D'une part, de rassurer les enseignants dans la durée, donc de faire qu'ils puissent en fait s'approprier ce moment un peu particulier où on transfère les cours du physique ou de l'hybride sur du distanciel. De commencer également de les amener à réfléchir sur les problèmes d'évaluation. Et là, des choix qui ont été faits sur évaluation finale, évaluation continue, etc. etc. Donc, l'idée était vraiment de donner en fait, du temps et de la perspective en fait, aux enseignants et aux étudiants également. Cesser d'imaginer qu'on pouvait rebouger, revenir, etc. etc. C'était vraiment important en fait, pour nous qu'on donne de la durée, de la perspective en fait, aux gens pour que les gens puissent réellement s'approprier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également qu'on a fait, c'est qu'on a construit une cellule d'appui pédagogique. Alors, en particulier avec TSP, Olivier était avec nous, mais on a une cellule d'appui qui existe depuis toujours sur Moodle. Cette cellule a été renforcée en fait, avec des enseignants qui avaient des expériences assez riches autour de l'hybride, avec des créations de MOOC, etc. Des personnels de scolarité qui avaient aussi cette habitude de travailler avec Moodle et autres, et donc du coup de gérer à distance. Et puis des étudiants, alors c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins compliqué, parce que c'est un peu plus compliqué avec l'isolement, mais l'idée était quand même qu'on puisse en fait construire ça. Et donc assez vite, on a construit une base de documents qui n'était pas centrée également sur l'outillage et la technique, mais aussi sur quand je suis prof, comment je fais pour basculer mon cours en ligne? C'est quoi les étapes à respecter? À quoi il faut faire attention, etc., etc. Donc on était quand même plutôt sur un terrain balisé
Alors ça n'enlève rien en fait que quand on rentre dans le bain, il faut savoir nager. Mais ça a permis quand même de pouvoir donner en fait du temps et de la perspective en fait aux uns et aux autres pour pouvoir fonctionner. Donc là, tous les investissements qu'on avait faits, ils ont servi en fait à pouvoir assurer à tout le monde que ça fonctionnerait. Et derrière, donner donc le temps de l'appropriation et le temps du partage aux uns et aux autres pour qu'ils puissent construire au fur et à mesure. Ce qu'on peut retirer en fait des premières semaines, c'est que donc, la première semaine, on a eu des expériences diverses puisque les profs n'avaient pas forcément tous les mêmes outils. On a fait, donc il y en a qui ont utilisé Teams, d'autres qui ont utilisé Zoom, d'autres qui ont utilisé BBB, d'autres qui ont utilisé GT. Enfin bref, un tout petit peu compliqué. Alors même que sur Moodle, on avait une solution qui existait avec une solution de l'école. Et puis rapidement, en fait, au bout d'une semaine, les profs se sont réalignés naturellement en fait avec la cellule d'appui. Ils se sont réappuyés en fait sur ce qui était existant, parce qu'ils se sont rendus compte, gérer tout seul, c'était pas possible. Et donc du coup, ce que nous avions mis en place au niveau de l'infra leur permettait effectivement de pouvoir bénéficier à plein et du support technique et surtout en fait du partage d'expériences de la part des enseignants qui utilisaient en fait ces solutions. Côté élèves, donc on a eu des situations, alors sur la connexion pas trop parce qu'en fait nos étudiants sont quand même plutôt connectés. J'expliquais sur le fait qu'ils sont à distance, enfin ils sont souvent en télétransport, donc en transport plutôt, et donc ils ont quand même l'habitude de se connecter. On a eu par contre des situations sociales assez compliquées, ce que vous évoquiez sur le lieu en fait où les étudiants font leur cours, petit 1, et puis des étudiants également avec des familles qui ont été extrêmement touchées en fait par le Covid-19. On est en Île-de-France et pour le coup, on a eu des gens qui ont perdu tous leurs grands-parents, donc des situations assez compliquées en fait à pouvoir gérer. Donc là, il y a eu en fait une cellule d'appui également au niveau de la scolarité et des référents étudiants, des étudiants, pour pouvoir accompagner nos étudiants, pour les accompagner dans des moments assez compliqués. Ce qui a été intéressant à remonter assez vite, c'est vraiment le partage en fait des enseignants pour le coup et la capacité à travailler ensemble. Alors en parallèle, on avait des projets d'évolution de programme qui faisaient qu'on pouvait rencontrer les enseignants au moins une fois par semaine. Donc ça a permis aussi de maintenir du lien, de créer du lien qui n'était pas lié en fait à la situation, mais plutôt en fait à un projet actuel, mais qui du coup naturellement faisait qu'on partageait avec d'autres enseignants. Donc ça, c'est extrêmement positif. Par contre, ce qu'on n'avait pas du tout envisagé, en fait, c'est l'intensité et la durée. L'intensité, parce que comme vous le dites, toutes nos équipes, tous nos étudiants, ils ont été 7 sur 5 en fait en télétravail ou en téléapprentissage. Donc forcément, dans la durée, c'est quand même très compliqué. Avec un lieu qui n'est pas fait pour ça. La famille, ce n'est pas le lieu pour faire ça. Et puis la durée. Le problème, c'est la durée. Là, on commence à avoir des retours de nos étudiants. On fait un point toutes les semaines avec les délégués de promo, avec les étudiants. Et la difficulté, elle est vraiment dans le lien et le lien physique, en fait, la capacité à voir les uns et les autres. Donc, c'est quand même des éléments aujourd'hui sur lesquels on est en train de réfléchir et qui vont nous permettre en fait, de basculer sur ce qu'on est en train de décider pour la rentrée de septembre. Mais pour le coup, on aura l'occasion d'y revenir après. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était que, au-delà des cours, on a également tout un ensemble d'activités pédagogiques pour des semaines challenge entreprendre, des semaines innovation game, où là, l'idée, c'est de faire travailler les étudiants sur des problématiques d'innovation. Et donc, tout ça, en général, c'est fait en distanciel, c'est fait en présentiel, sur des durées très intenses. Et en fait, tout était basculé en ligne. Donc, c'était basculé en ligne avec des podcasts, des témoignages, et puis la création d'espaces virtuels pour que les étudiants puissent travailler. Je prends sur la semaine challenge, typiquement. On a 500 étudiants de 3 écoles qui ne se connaissent pas forcément tous. Et donc, on a eu 100 espaces virtuels qui ont été créés pour pouvoir faire travailler nos étudiants à distance. Ça s'est plutôt bien passé. On pourrait même presque dire qu'on a eu une meilleure, en fait, attendance, meilleure participation des étudiants en fait, dans la semaine que les années précédentes, puisque du coup, il n'y avait plus de problème en fait, de transport, de distance, et mécaniquement, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, le rendu a été fait comme d'habitude avec une vidéo et un projet. Ce qu'on n'a pas eu par contre, c'est la sélection en finale avec la présentation devant tous. Les vidéos ont été partagées, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mais le retour est plutôt extrêmement positif et du coup, ça va nous amener, en tout cas pour ceux qui organisent cet événement, ça va les amener en fait l'an prochain à penser autrement la façon dont le challenge était traditionnellement organisé. Et là, la semaine dernière, on a refait l'exercice avec nos L1 et L3. On a 300 étudiants et sur une innovation game. Donc, on fait ça avec Make Sense, des gens qui travaillent autour du développement de l'associatif dans le solidaire. Donc, la même chose, on a repris les mêmes mécaniques
Et a priori, les retours sont extrêmement positifs. Du coup, sur tous les retours que vous avez faits, on fait tous le même constat, en fait. Hein. On a les mêmes problématiques, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas tellement ça la difficulté. Moi, la leçon que je retiendrai, en fait, de ce moment-là, c'est que, d'une part, tous les choix structurants qui ont été faits dans le passé, ils étaient importants. Et ils étaient importants parce qu'ils étaient rassurants, en fait, pour nos enseignants et pour nos étudiants. On n'a pas eu de transition, de besoin, en fait, de construire plus que ça, puisque, en fait, les outils étaient déjà là. Par contre, ce qu'on n'avait pas mesuré, c'était le fait que tous n'avaient pas le même degré d'appropriation. Et aujourd'hui, c'est extrêmement stressant et traumatisant pour les enseignants. Ce qui est traumatisant, c'est qu'on a donc des enseignants qui sont extrêmement avancés dans l'usage avec des MOOC, enfin de l'hybridation très avancée. Et puis des gens dans le domaine des SH, typiquement des sciences humaines, qui là pour le coup étaient totalement en fait démunis. Et donc c'est compliqué quand on se retrouve face à une classe avec un BBB et qu'on ne sait pas trop vraiment comment on gère le micro, la présentation, le truc, le machin, etc. Ça c'est quand même compliqué puisque les étudiants vous renvoient quand même votre incompétence. Donc ça c'est quand même difficile. Petit 1. Petit 2, c'est la comparaison également que font les étudiants entre les cours. Il y a des cours où ils sont extrêmement engagés, avec plein d'activités, où là, réellement, le prof est capable de tirer parti de tous les éléments qui lui sont disponibles. Et à l'inverse, des cours qui sont assez pauvres, avec du PowerPoint, quelques échanges par mail, un forum pour le mieux, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment une situation. Alors, pour le coup, ça fait là encore 3-4 ans, avec TSP, on a travaillé sur la mise en place de formations, de gestion, pour accompagner en fait nos enseignants, mais ce n'était pas au cœur en fait de la problématique, cette problématique-là. Là, pour le coup, ça l'est devenu puisqu'on a tous été forcés de le faire. Et donc, pour le coup, le retour intéressant, c'est que, bah oui, aujourd'hui, le digital, ça fait partie en fait de la panoplie des choses que doit maîtriser un enseignant-chercheur. J'aime bien la conception qu'a présenté Eric du rôle du prof. C'est un concepteur de cours et pas forcément de celui qui fait le cours en tant que tel. Parce que je pense que c'est ce que je pense, mais ce n'est pas pensé en tant que tel par tous les profs. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nos enseignants-chercheurs se sont retrouvés dans une situation où ils faisaient des cours sur l'Internet, la privacy, etc. Et puis là, du coup, ils ont fait le cours, en fait, mais avec les outils. Donc, il ne fallait pas en parler, il fallait surtout en fait, être capable de les utiliser. Donc, c'est quand même extrêmement traumatisant en fait, pour les profs. On a des profs là aujourd'hui qui sont dans de grandes difficultés. Et là, pour le coup, la rentrée de septembre, enfin, dès maintenant, en fait, il faut qu'on se pose la question de rapatrier en fait, nos enseignants sur le campus, de rapatrier nos étudiants et de recréer du lien en fait, sur le campus, dans une situation qui ne va pas changer quand on parle de distanciation sociale, j'arrêterai là, mais qui, pour le coup, en fait, pose en plein en fait, la problématique de la création du lien. Et donc, on est passé le paradigme du numérique qui était en appui en fait, du physique dans une logique où en fait, le physique va venir à l'appui en fait, de l'hybridation. Merci. Et je n'ai pas remercié, mais merci beaucoup de m'avoir invité. Même si vous me demandez pourquoi au départ j'ai été invité, puisque je suis plutôt sur une expérience en fait, de patron de formation que réellement d'enseignant ou d'étudiant, mais voilà. Merci. Je pense que c'est important d'avoir une vision un peu 360 parce que, mais en gros, si on veut travailler de manière collaborative, il faut qu'on comprenne les points de vue de chacun. Il y a plein de questions qui sont tombées. Quelqu'un a dit que la comparaison entre profs, ça existait aussi en présentiel. Ah, mais là, c'est encore plus dur. Oui, je sais, je m'en doute. Là, Il y a juste un truc. Alors, moi, oui, bon, alors je sais pas comment prendre toutes les questions, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a des très variés. Il y a eu un moment, Gaël avait bien réussi son teasing sur les questionnaires. Donc je pense que de toute façon, il va y revenir. Si tu peux coupler avec une question qui a été posée par Claudia sur l'évaluation de distance, sur l'inéquité sociale, les enseignants s'inquiètent beaucoup des inégalités d'accès au réseau ou des conditions de travail entre étudiants, surtout quand les résultats des évaluations conditionnent des classements pour les départs à l'étranger. Ça, les départs à l'étranger, ça va être compliqué à la rentrée, et des choix de département, donc j'imagine des choix de formation par la suite. Nous, on n'est pas sur une question de je vais réussir l'année ou pas l'année, mais est-ce que je vais réussir à vous faire l'option qui m'intéresse ou pas. Ça va être pour le truc. La seule chose, moi, que je voulais relever dans ce que tu disais, Olivier, qui transparaissait peut-être un peu moins dans les précédentes, et puis on en a discuté hier au téléphone en préparation, c'est que quelque part, vous avez eu une crise qui était la grève des transports en novembre. Moi, ce que je me souviens, c'est que l'année dernière, les gilets jaunes et les manifestations étudiantes qui avaient lieu en même temps
ont fait qu'il y a un certain nombre de campus qui ont été obligés de fermer, notamment pour les évaluations. Donc il y a eu plein de campus qui ont été obligés il y a 1 an de faire des évaluations en ligne déjà. Donc c'est pas nouveau de faire l'évaluation en ligne, c'est pas nouveau de basculer des choses en ligne, et c'est pas nouveau d'avoir ces nouvelles formes d'hybridation. Et c'était un peu dans ce que disait Bruno, qui était, en fait, il va falloir toujours être en train de repenser ce qui se passe. Et je pense j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une zone, quand on dit le monde d'après, en tout cas, il n'est pas stable. Et ce que tu dis, c'est que structurellement, vous vous êtes préparé à Business School, à IMT Business School par rapport à cette non-stabilité. Et j'aimerais juste avoir, si Gaël, Bruno et Eric pouvaient juste réagir sur cette question de, quelque part, on est sans doute parti sur quelque chose qui va continuer à être instable avant de passer à la suite. Et puis après, je propose qu'on laisse le temps à Gaël de jouer le teasing, enfin de valoriser son teasing. Donc Bruno, peut-être pour commencer, c'est juste parce que tu es sur mon écran en premier. Critère. Oui, donc attends, précisément ta question. Ma question, c'est qu'en fait, là, on a eu une période de confinement, on a eu plein de choses qui ont changé. Et en fait, on a déjà eu des différentes crises, des différentes grèves avant qui ont fait qu'il y a des choses qui ont commencé à changer. On voit bien qu'on va vers, alors, je te fais la crise sociale, je te fais la crise numérique, je te fais la crise écologique. On va aller vers d'autres événements qui vont faire aussi qu'on va avoir des choses qu'il va falloir gérer à la volée. Et je pense qu'on rentre dans une phase où quelque part, on va être amené régulièrement à gérer des transitions, à être dans un mode plus systématiquement en transition que dans un mode stable. Et est-ce que ça, c'est un constat qu'on peut dire, ou est-ce que c'est une grosse bêtise que je suis en train de dire? Non, moi je suis persuadé de ça. C'est clair que des événements, on en vit tous à des degrés divers, mais au-delà de ça, ce que je dirais moi, c'est que ce dont on parle aujourd'hui quand on forme les enseignants concernant tous les aspects relatifs à l'innovation pédagogique, mais aussi à la manière dont peut-être les outils numériques peuvent nous aider par rapport à ça, sans pour autant être la panacée comme je l'ai évoqué. Je crois que ça révèle bien que c'est indispensable que tout le monde s'en préoccupe un peu. Ça veut dire que ça ne doit pas devenir, on va dire, le terrain de jeu de tout le monde absolument, mais qu'en tout cas, un minimum de développement de compétences numériques des enseignants et des étudiants est indispensable pour que cette souplesse que l'on doit mettre en œuvre dans le cadre de situations qui sont des situations de crise, on puisse le faire relativement aisément parce que la base est là. Et donc, je crois que cette base, elle apparaît aujourd'hui au travers de la crise. Et les crises, pour moi, sont révélatrices de difficultés de cet ordre-là, mais aussi d'autres avantages, je dirais. Donc, ce n'est pas que la difficulté qui est mise en avant, mais d'autres rapports, en fait. Voilà. On est d'accord. Merci, Bruno, pour cet éclairage. Eric, avant de laisser la parole à Gaël. Oui, d'abord un mot sur la question de l'inéquité sur l'évaluation qui a été mentionnée dans les questions. En fait, je pense que l'inégalité, je trouve que c'est bien d'ailleurs d'utiliser le terme d'inéquité, mais l'inégalité face à cette question, elle existe depuis très longtemps, elle a toujours existé, c'est simplement que là, elle est encore plus révélée par la situation. On se rend compte qu'il y a des étudiants qui travaillent, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui ont des difficultés personnelles, qui ont des difficultés pour se déplacer, pour franchir la frontière. Je pense que ça joue comme un révélateur. Et en fait, la question ne se pose pas uniquement avec le e-learning. Mais en tout cas, c'est quelque chose à regarder de près, qui a été mis en évidence. Mais ce n'est pas d'ailleurs dans le seul domaine de l'évaluation qu'il y a des choses à regarder de ce côté-là. Quand on demande de prévoir l'avenir, moi je pense toujours à cet ingénieur des postes en Grande-Bretagne qui au XVIIe siècle avait dit on aura toujours besoin d'un cheval, de quelqu'un pour transporter le courrier. Donc je me méfie un peu des prévisions d'avenir, mais par contre c'est vrai qu'on peut raisonner en termes de scénario, on peut se dire finalement quels sont les facteurs qui vont avoir une influence sur l'avenir, et puis en fonction des facteurs, quels sont les scénarios qui sont probables par rapport à ça. Moi
je vois trois facteurs. Hein. Un premier facteur, c'est l'adhésion personnelle et l'engagement des enseignants et des étudiants. On a vu par exemple que certains étudiants étaient finalement intéressés à avoir certaines modalités hybrides à cause de la flexibilité. Certains enseignants se sont rendus compte que ça pouvait être sympa aussi d'avoir des cours en ligne et puis de temps en temps de se dire bah, c'est pas grave, je les ferai du Québec parce que je suis en déplacement. Et finalement, ça me donne moi aussi un peu de liberté. Et puis, il y a de ce côté-là un sentiment paradoxal entre la découverte que beaucoup est possible et puis l'envie de revenir à la situation antérieure. Le deuxième facteur, c'est la question, pour moi, c'est une question institutionnelle, c'est une question de, comme l'a mentionné un peu Olivier, mais il y a des questions techniques, mais il y a aussi des questions beaucoup plus fondamentales sur la question d'organisation de l'université elle-même. Les universités qui sont passées en ligne ou qui ont des programmes de formation en ligne en Amérique du Nord sont des universités qui ont réfléchi de manière systémique, qui ont mis en place des plans stratégiques, des solutions technologiques, des accompagnements d'enseignants, de réformes structurelles, organisationnelles, et même sur ce que veut dire être enseignant à l'université. J'évoquais tout à l'heure mon expérience à Sherbrooke. Puis le troisième facteur, c'est l'état sanitaire. Alors évidemment, moi, je vais considérer que l'état sanitaire, il est réglé. On va se placer sur la situation favorable. J'ai l'impression que s'il n'y a pas d'adhésion et pas de prise en compte institutionnelle, on va vite revenir à la case départ. Ça, c'est clair, parce que ça va être très compliqué de mettre des enseignements hybrides. Donc, je pense qu'il faut absolument que les institutions actuellement se posent cette question de comment on va permettre l'adhésion du corps enseignant, des étudiants, et puis comment on va changer un peu l'organisation de l'institution. Alors, à Fribourg, excusez-moi, j'ai fait un lapsus là, on a mis en place un Learning Lab, en fait, qui a été défini comme un endroit où on repense la manière d'apprendre et d'enseigner, où on fait finalement rencontrer des enseignants et des étudiants qui essaient de repenser un peu leurs cours, parce que les enseignants ne sont pas toujours finalement au fait des attentes des étudiants. Le deuxième scénario, c'est s'il y a une adhésion des personnels et des étudiants et pas de prise en compte institutionnelle, on va se retrouver dans une situation de bricolage qui prévaut depuis un moment pour beaucoup d'entre nous. Hein. On fait comme on peut en fonction du contexte dans lequel on est, mais on va revenir un peu à la case départ si les pratiques ne sont pas institutionnalisées. Il faut que l'engagement des enseignants soit reconnu. S'il n'y a pas d'adhésion et pas de prise en compte institutionnelle, il y aura forcément pas d'adhésion et une prise en compte institutionnelle, il y aura forcément des résistances du côté des enseignants. C'est ce qu'on observe aussi déjà pour certains collègues. Et puis le scénario peut-être qui serait intéressant, parce que c'est une demande des étudiants, encore une fois, et une demande de certains étudiants, c'est qu'on ait une adhésion des enseignants, une adhésion des étudiants, une prise en compte institutionnelle de ce qui se fait, et donc il se développe de nouvelles pratiques, mais qui permettront une certaine flexibilité, mais qui soit une réflexion aussi systémique sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une université en ligne. Je pense que ça ne se limite pas simplement à la question de l'enseignement. L'université, ce n'est pas juste un endroit où on enseigne ou on apprend, mais c'est un endroit où il y a des choses qui se passent d'un point de vue culturel. Pour moi, c'est vraiment aussi une université, c'est l'endroit où il y a une génération qui invente le monde futur, quoi. Et je pense que ça, c'est pas du tout pensé actuellement. On pense que la question de l'enseignement, je le comprends, hein, c'est la situation d'urgence. Mais si on veut s'inscrire dans le long terme, il faut vraiment penser les choses de manière beaucoup plus systémique et avoir un scope beaucoup plus large. Et encore une fois, notre Learning Lab, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et on s'aperçoit que ça a des effets où on dit, mais on a des résultats au niveau du Learning Lab qui dit au rectorat, mais attention, si on veut faire des choses, c'est vers ça qu'il faut s'orienter, puis ça coince. Hein, franchement, ça coince très très fort parce que c'est des changements très très profonds sur qu'est-ce que c'est qu'une université, qu'est-ce que c'est qu'un prof, qu'est-ce que c'est qu'un étudiant. Ok, merci beaucoup Eric de rappeler la place de l'institution par rapport à l'adhésion de tous. Gaël? Non, pardon, Olivier a envie de dire quelque chose. Olivier, tu as pris le micro. Non, en fait, nous, les premiers retours d'expérience qu'on a des enseignants, on a commencé en fait des retours d'expérience, c'est ça, hein, c'est la place c'est la valorisation de l'enseignement dans les missions en fait de l'enseignant-chercheur. Donc très clairement, ça remonte. Ça fait partie des sujets à l'IND qui sont évoqués maintenant, mais ça fait un moment qu'on en parle. Déjà, comme prof, j'en parlais, mais là encore plus aujourd'hui, c'est la place de l'enseignement face à la recherche. 2004. Et c'est la formation à l'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, aujourd'hui, on se rend compte que, indépendamment de la situation dans laquelle on est,
on a quand même des enseignants qui n'ont jamais forcément été formés à la pédagogie. Et quand on parle d'alignement pédagogique, c'est tout le séminaire de Médiane du mois de janvier. Nous, on a partagé les vidéos qui ont été faites à Médiane. Les quelques profs qui ont été à Médiane ont partagé leur expérience, leur retour très vite avec les enseignants au moment en mars pour la question du choix de l'alignement pédagogique. Et donc, quand on parle d'alignement pédagogique, la logique que fait d'évaluation, elle apparaît très rapidement. La sortie des étudiants d'HEC qui refusent d'être proctorisés online pour l'enseignement à distance, nous, c'est quelque chose qu'on a utilisé depuis 5 ans à l'école, mais on l'utilise en fait pour les gens qui sont à distance et qui mécaniquement ne peuvent pas. Et on contrôle l'environnement dans lequel ils sont pour justement ne pas avoir de problématique de fracture digitale. Donc, on s'assure qu'effectivement, les étudiants ont les moyens de passer correctement techniquement les examens. Et puis après, il y a la problématique. Donc, toutes ces problématiques-là, en fait, elles sont liées vraiment à cette problématique de l'alignement pédagogique et de la place de l'enseignement dans les missions d'enseignement et de recherche. Et là, pour le coup, je pense que c'est autre chose. Et je suis tout à fait d'accord avec Eric sur la problématique en fait, du campus. Là, la réflexion qu'on a, nous, sur le mois de septembre, c'est que le campus redevient un lieu de lien et un lieu à vivre, en fait. Ce n'est pas le lieu où on fait les cours, c'est le lieu où on vit. Et du coup, on est en train d'aligner toutes nos équipes, en fait. Là, j'ai rendez-vous avec le BDE, avec le TSP. On va prendre des rendez-vous avec toutes les équipes pour faire que ce soit un campus à vivre et pas uniquement un campus où je viens prendre des cours et je repars après. Ce n'est pas ça, un campus. En tout cas, ce n'est pas comme ça que nous, on le vit. Ce n'est pas la force, en fait, de notre campus. On a la chance d'avoir un campus à l'américaine, ce qui est assez rare en France, et encore plus en région parisienne, pour le coup, avec des équipements sportifs, etc. etc. Le fait qu'on libère les salles de cours des étudiants, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien y faire. Ça veut juste dire qu'on peut faire autre chose, autrement, dans des configurations différentes, et où on met effectivement, réellement, en situation l'étudiant de tirer parti de ce que l'école peut lui offrir, indépendamment du seul cours qu'on va prendre en télé ou en amphi, ou etc. Ok. Bon, ben on est déjà dans l'après. Non, mais en même temps, il est 10h25 et je sens qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Mais merci, Olivier, pour cet éclairage. Gaëlle, à ton tour. Je ne vais pas continuer dans le teasing parce que pour l'instant, dans le sondage, il est en cours et qu'on n'a absolument aucun résultat. Donc, c'est difficile de dire plus, si ce n'est qu'effectivement, on a essayé dans ce questionnaire d'interroger un petit peu l'expérience sur un plan motivation, émotion et puis usage du numérique pour pouvoir ensuite creuser toutes ces dimensions-là. Mais voilà, si j'ai l'occasion de vous en parler, je le ferai volontiers. Moi, je suis assez d'accord avec Olivier sur cette réflexion autour du lieu. Moi, j'ai une vraie inquiétude sur cette problématique du télétravail, d'université en ligne, etc. Parce que moi, ce que je ressens tout à la fois en tant qu'enseignant et aussi chez les étudiants, c'est vraiment l'importance d'un lieu physique. Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'importance aussi de réfléchir ce lieu physique. Et là, je reprends un peu les propos de notre collègue Daniel Schneider qui va bientôt partir, mais nous, ça fait très très longtemps qu'on fonctionne en hybride et on est vraiment sur l'idée de rechanger complètement cette formule hybride. Avec l'idée vraiment que ce serait vraiment intéressant de penser quand même à un lieu qui soit un lieu d'accueil assez régulier des étudiants, même des étudiants qui ont choisi cette formule hybride, qui puissent quand même venir nous voir, savoir qu'on est là et venir nous voir un petit peu quand ils le souhaitent, mais aussi de leur proposer aussi des lieux où ils vont pouvoir faire. On est beaucoup sur l'idée de l'apprentissage par projet, avec vraiment des salles qui leur seraient réservées pour faire des projets, que ce soit des projets en dur, parce qu'il y a beaucoup de projets en termes de fabrication digitale, mais voilà, on serait l'idée vraiment que même s'il y a de l'hybride, il y ait de la nécessité de garder ce lieu physique où ils pourraient venir pour faire et faire ensemble. Donc ça, c'est important. Donc moi, j'y crois pas du tout à cette notion de l'université en ligne. Je crois plus
plutôt que c'est une façon d'économiser de l'argent que de nous confiner tous chez nous à la maison et de façon définitive. Voilà, enfin moi et pourtant la distance, je la connais bien, mais je suis vraiment pas convaincue de cette idée de tout à distance voilà. Donc vraiment, il y a plutôt l'idée, pour moi, c'est vraiment de réfléchir sur l'hybride et la mixité, présence, distance, lieu physique, lieu virtuel. Je suis vraiment convaincue de cette importance de travailler autour d'une bonne réflexion sur cette mixité-là, et puis de faire en sorte que ces différents lieux, que ce soit virtuel ou physique, soient réaffectés à des tâches bien particulières. Voilà. Je voulais juste aussi dire qu'effectivement, il faut repenser l'enseignement, mais nous, on est quand même des enseignants-chercheurs et que effectivement, la place de la recherche dans tout ça, c'est compliqué. On a vécu une période de travail extrêmement intense, à la limite du burn-out. Effectivement, il y a eu de la bienveillance à l'égard des étudiants, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de la bienveillance à l'égard des enseignants. On nous a mis dans une situation extrêmement tendue, extrêmement intense et intense. Et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment conscience de l'impact que ça peut avoir sur la qualité de notre travail. Il faut être bienveillant avec les étudiants, mais je pense qu'il faut aussi être bienveillant avec les enseignants-chercheurs. Ça va de pair. On ne pourra jamais faire autrement que… voilà, la qualité de notre travail et du lien qu'on peut avoir avec les étudiants, et ça dépend aussi de la qualité de vie dans laquelle on nous met en tant qu'enseignant-chercheur. Et puis voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire sur la question d'évaluation. Alors moi, je me suis un petit peu mise de côté de toutes ces problématiques d'évaluation de cette période-là, dans le sens où moi, ça fait très longtemps que je travaille en évaluation continue, donc j'ai plus d'examens finaux. Donc ça a été une chance pour moi cette année que d'avoir cette évaluation continue. Mais je sais qu'il y a eu une grosse réflexion chez mes collègues de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, une réflexion aussi en articulation avec les associations étudiantes pour faire en sorte que ces examens-là aient lieu dans les meilleures conditions, sans nécessairement, en essayant de réduire au mieux cette problématique des inégalités sociales. Mais voilà, il y a une grosse réflexion. Je ne sais pas ce qui va en ressortir de cette période d'évaluation, mais je pense qu'il va y avoir des choses très, très intéressantes à regarder sur comment ces examens-là, ils ont eu lieu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci, je pense que c'était important de le dire, effectivement. On n'a entendu que nous 5, j'ai l'impression depuis le début. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Je peux bien juste faire une petite remarque, en fait, un commentaire, juste pour provoquer. Puisque là, on dit tous, on a tous, non, c'est pas mon genre. On a tous envie de revenir finalement au monde d'avant, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon. Et puis en disant qu'il faut effectivement qu'on se voit, qu'on articule du présentiel, du virtuel, tout ça. Bon, je partage ça complètement. Et par contre, là, ma remarque, c'est la suivante. Maintenant, c'est quid, en fait, l'Open University, la TELUC, par exemple, et il y en a d'autres, ils font tout à distance. Donc, en fait, ils font plein de formations. Aux États-Unis, c'est à Georgia Tech, ils forment plein de gens à distance. Et donc, en fait, voilà, j'aimerais bien que vous réagissiez à ça. Voilà. Là, je fais dans l'opposé en disant, ouais, mais il y en a qui font tout à distance et ils s'en sortent. Alors, je ne sais pas comment ils s'en sortent, je ne sais pas s'ils s'en sortent bien, d'accord. J'ai quelques billes, mais pas loin d'avoir tout. Je peux en rajouter une couche. Inquiétude de certaines personnes en France. Tous les étrangers vont aller s'inscrire sur les enseignements en ligne au Canada et on n'aura plus d'étudiants étrangers en France. Je peux citer mes sources. Quelqu'un? Gaël, Eric, Bruno,
Et Olivier. Je peux dire un mot d'expérience peut-être Ouais. par rapport à l'expérience à Sherbrooke justement. Donc quand je suis arrivé, c'était au moment où je mettais en place un programme de formation d'enseignants 100% à distance. Alors c'était pas tout à fait 100%, c'était 99 parce que on avait une première visite des étudiants le premier jour du programme où ils étaient accueillis à l'université, où ils rencontraient un certain nombre de personnes. Et puis après, c'était fini. Donc, c'était au maximum sur l'ensemble du cursus, qui était assez long parce que comme c'était un cursus de master, enfin de maîtrise, les étudiants qui étaient aussi en emploi devaient absolument travailler à distance. Alors, pourquoi c'était 100%? C'était parce qu'il y avait en fait un intérêt commun entre l'université et les étudiants pour que ça soit 100% à distance. Il y avait un premier intérêt du côté de l'université, c'est qu'un étudiant à distance, il coûte beaucoup moins cher en chauffage, c'est important au Québec. Il va avoir très peu les secrétaires parce qu'il envoie des mails, mais finalement, c'est juste lorsque c'est vraiment très, très, très important. Et puis, c'est finalement relativement flexible. Donc, l'université y trouvait son compte et c'était finalement assez rentable. Les étudiants y trouvaient leur compte parce qu'au Québec, vous savez, c'est un territoire qui est assez grand et puis il y a des étudiants qui sont très éloignés donc, des centres universitaires et qui ont besoin, parce qu'ils justement ils travaillent, de beaucoup de flexibilité. Donc, il y avait un public spécifique et il y avait des intérêts spécifiques également de l'université. Et ça a super bien marché puisqu'il y a eu 600 étudiants qui sont inscrits à ce master dès la deuxième année. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Donc, je pense qu'effectivement, le 100% en ligne, à mon avis, il est tout à fait envisageable pour des cas spécifiques comme celui-ci où les étudiants sont empêchés vraiment d'être sur le campus. Mais ce n'est pas ça, l'université. Enfin, je pense que l'abus le terme université est un petit peu abusif si on dit que c'est une université en ligne. Parce que l'université, ce n'est pas juste, encore une fois, ce n'est pas juste des enseignements. Gaël l'a évoqué aussi. Je pense que s'il y a des résistances au fait que l'on ne veut pas passer à 100% en ligne, et si c'est idiot, bah, c'est parce qu'il se passe autre chose à l'université que simplement de l'enseignement et de l'apprentissage. En tout cas, ça ne se passe pas uniquement au niveau des cours. Et il y a des activités culturelles, il y a des activités qui sont des choses qui se passent sur le campus et qui font que les étudiants, ils créent par exemple leur réseau social. Ça se fait à distance, quelqu'un l'a mentionné dans le chat, on peut faire du WhatsApp, mais enfin, bon, créer par WhatsApp de nouvelles personnes dans son réseau, c'est un petit peu plus compliqué que lorsqu'on s'est vu autour d'une machine à café ou d'un verre le soir avec ses congénères. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre? Ouais, nous, on est sur un campus à l'américaine, hein, 6 hectares, 900 logements, capacité à accueillir les étudiants, etc. Une très riche vie associative. On a plus de 60 associés et clubs, on a des labos, des DAP 3D, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que les étudiants puissent travailler, etc. etc. Et là, on discutait hier avec les délégués, avec toute la promo, toute la première année, en fait. On avait un échange avec le directeur et la directrice de programme sur la rentrée de septembre, et donc la question de tout distanciel, pas distanciel, etc. Donc, la position qui est prise par l'école aujourd'hui, c'est de dire on fera tous les cours à distance. Ça, c'est clair. Au mois de septembre, tous les cours seront faits à distance. Par contre, on aura des activités sur le campus qui seront faites pour pouvoir travailler la vie de campus. La problématique, en fait, pourquoi on a fait ce choix? Simplement parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un terrain inconnu et ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le geste social. Enfin, c'est la problématique, en fait, des gestes sociaux. Et ce que je ne souhaite pas, moi, en tant que directeur des formations, c'est que les profs se retrouvent dans des situations où, en fait, ils vont faire de l'hybride, donc ils vont avoir des étudiants dans la salle et puis des étudiants à distance. Et puis, en même temps, il faudra vérifier le Covid-19. Donc, est-ce que les gens se touchent ou pas? Est-ce que les matériels ont été contaminés, etc. etc. Ce n'est pas le boulot du prof. Le boulot du prof, en fait, c'est de travailler, de faire des cours, etc. Donc, on a un espace dans lequel on fait les cours et puis on a des espaces dans lesquels on fait du lien, en fait. Et si on dit que le lien, c'est seulement le cours, je pense qu'on a raté quelque chose. En tout cas, moi, en tant qu'enseignant, ce n'est pas comme ça que je fais du lien avec mes étudiants. Donc, c'est important, en fait, d'avoir des espaces structurés dans lesquels on peut donner les cours et puis des espaces un peu plus informels dans lesquels on peut construire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que là, on va passer nos cours en ligne. Donc, on a décidé de le faire pour les programmes internationaux. Et on va réfléchir avec l'association Welcome, qui est en charge d'accueillir les étudiants étrangers sur le campus, pour faire qu'en parallèle des cours, on ait aussi des espaces virtuels
dans lequel ce sont les étudiants qui se parlent, qui échangent avec eux. Donc là encore, on va travailler avec les enseignants, mais bien évidemment, l'objectif est de faire qu'il n'y ait pas uniquement les cours. Et là, par ailleurs, on a des étudiants qui devaient partir à l'international qu'on ne pourra pas faire partir au mois de septembre. Enfin, en tout cas, on a décidé qu'ils ne partiront pas. Là encore, on travaille avec des universités partenaires en ayant en tête les cours et le à côté. Donc, en fait, trouver des espaces à côté virtuels dans lesquels on va créer cette proximité avec les étudiants. C'est informel, c'est pas construit, etc., etc. Et donc, le moment où on pourra refaire revenir les étudiants sur le campus, on aura déjà quand même une première appropriation. Sur le campus, il se passe plein de choses. On a des expositions d'art, on a donc on a énormément de choses. Il y a la construction du parcours professionnel des étudiants. À un moment donné, on fait une entreprise, on fait venir, nos étudiants rencontrent des entreprises et autres pour le CV, etc., etc. On a fait des solutions en 3D, on fait plein de choses en fait, c'est pas le souci. Mais à un moment donné, on a besoin quand même de faire qu'on ait cette proximité d'appropriation pour que réellement, en fait, on se sente les uns avec les autres. Enfin, je veux dire, nous tous, là, aujourd'hui, en télétravail, on n'en peut plus, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même bien qu'on puisse travailler, qu'il y ait des choses qui vont se régler autrement. Donc, cette problématique, elle est vraiment qu'on puisse se réapproprier le campus, que ce soit le terrain de jeu, en fait. C'est un peu comme ça que je le vends, quoi, en interne de nos équipes, et que tout le monde soit dedans. Et que du coup, la problématique actuelle qui est la distance, à partir du moment où en fait, le campus est vidé de ses cours, où on peut faire tout avec, bah, du coup, il n'y a plus de problème de distance. Bien sûr qu'on aura cette distance d'1 mètre, etc., mais fondamentalement, on retrouve en fait de la surface et du mètre carré pour pouvoir faire que les gens interagissent et travaillent les uns avec les autres, ou simplement échangent en fait les uns avec les autres. Là, on se pose la question maintenant, nous, de ramener nos équipes sur le campus. Qu'est-ce qu'on va faire en fait en juin-juillet pour que nos équipes reviennent sur le campus et se réapproprient? Ça fait 3 mois que les gens sont chez eux là. Ça fait 3 mois. C'est énorme. Donc, du coup, comment fait-on pour que les gens se réapproprient en fait ces espaces-là? Comment ils réapproprient en fait le travail à distance? Alors même que leurs bureaux ils sont confinés, ils ne peuvent pas sortir ou ils sont bloqués, etc., etc. On a de la place à côté, il faut aller la chercher. Donc dans cette logique-là, en fait, ça c'est une étape intermédiaire, je pense, qui sera peut-être déterminant pour la suite en fait. Moi, ce que je sais, c'est que les 6 mois qui viennent, on est dans l'inconnu. Donc mon objectif, c'est vraiment de créer de la certitude, de la sécurité relative en fait pour tous, pour qu'on puisse retravailler ensemble. Et puis après, on verra dans le futur ce qui va se passer. Il est évident qu'il y a des profs qui ont vraiment apprécié le distanciel. Ils ne feront pas tout en distanciel, mais il y a des choses qui vont être gardées, qui vont être prises. Ils vont peut-être également se réapproprier des activités pédagogiques qui n'étaient pas des leurs en fait, dans leur cours, mais qui du fait sont favorisées avec le physique, pour retrouver justement ce lien avec les étudiants. Voilà. Donc ça, c'est les interrogations qu'on a. Mais ce qui est important pour nous, je pense, c'est vraiment qu'on donne de la certitude, de la perspective pour que les gens puissent travailler en étant rassurés en fait, sur cette problématique du Covid-19. Parce que c'est quand même, ça reste quand même toujours en fait, dans la tête des gens. Là, on est sur un moment assez particulier parce que les gens ont l'impression que tout est possible. Donc tout le monde ressort dans les rues, etc. Mais en même temps, les restos sont fermés, les cinés sont fermés, les théâtres sont fermés. Il n'y a pas de sport. Donc du coup, on est un peu dans une espèce de no light zone, là, de twin light plutôt, où voilà, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Donc notre boulot à nous, en tout cas moi en tant que patron de formation, il me semble, c'est de donner en fait un cadre qui soit rassurant, sécurisant, pour qu'on puisse retravailler ensemble et construire le futur. Bon, Gaël, tu vois où tu peux aller travailler. Si je peux rajouter un tout petit quelque chose, vraiment très brièvement. Bien sûr, quand on pose la question du 100% à distance, je ne vais pas être pour, mais je ne vais pas non plus être pour le 100% en présence. Et en fait, moi, je pense que ça ne se pose pas complètement comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en présence fait que les étudiants sont socialement liés, sont cognitivement liés? Qu'est-ce qui à distance fait que les étudiants sont socialement liés, cognitivement liés? Et c'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire, c'est comment on crée des liens. Alors après, en fonction de la situation, ils seront gérés en termes de modalités de façon différente. Mais la question, ce n'est pas la présence ou la distance, ou 100% en présence ou 100% à distance. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour que les étudiants, pour que les enseignants soient confortables dans leur relation entre enseignants et étudiants et entre étudiants. Et donc, évidemment, que la solution 100% d'un côté, pour moi, elle ne fonctionne pas. Donc, la question d'une bonne hybridation et d'une hybridation mais où il y a des réelles interactions, parce que l'hybridation, ce n'est pas juste mettre côte à côte de la présence, des cours en présentiel et des cours en distanciel. C'est qu'est-ce qu'on fait pendant des cours en distanciel pour qu'il y ait une vraie interaction entre les étudiants? Qu'est-ce qu'on fait en présentiel pour qu'il y ait une vraie interaction entre les étudiants? Et ça me préoccupe plus que de dire 100% d'un côté ou de l'autre. Je suis assez d'accord avec toi, Bruno. Moi, je
J'enseigne une fois dans l'année dans un cours classique non hybride en amphithéâtre et systématiquement pour moi, chaque année c'est un choc émotionnel pour moi. C'est-à-dire que les étudiants se mettent le plus possible au fond de l'amphithéâtre, de sorte à ce qu'il y ait une espèce de vide entre moi et eux, et l'absence totale d'échanges et d'interactions. Et j'ai plus l'habitude, parce que nous, on travaille avec des toutes petites classes, enfin des classes de 17, autour vraiment d'une pédagogie par projet. Donc, quand on est en semaine en présence, on est autour d'activités, on les fait bosser et on bosse aussi avec eux. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas parce qu'effectivement il y aura cet enseignement présentiel qu'il y a de la présence. Le présentiel ne veut pas dire de la vraie présence au sens de lien, on est d'accord. Par contre, moi, un petit peu l'enseignement que j'ai de cet enseignement tout à distance, c'est que comme mes séances en présence ont fait beaucoup de travail collaboratif, ma difficulté a été vraiment de trouver des outils technologiques pour être en capacité de revivre ce même lien social avec les étudiants dans le cadre de ces activités de groupe. Et je dois dire que franchement, moi j'ai été complètement désabusée. C'est-à-dire qu'on a essayé de multiplier les outils, que ce soit Zoom, que ce soit Discord, que ce soit le pad, mais au bout d'un moment, on ne savait plus qui était où, dans quel espace virtuel on était, etc. On a utilisé les salles, les petites salles de groupe de Zoom, mais c'est super difficile. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup d'avenir en termes de développement d'outils pour le travail de groupe et le lien social en ligne. Parce que là, pour moi, à mon sens, il y a vraiment beaucoup de choses il y a vraiment du manque par rapport à cette problématique d'avoir du lien social avec les étudiants. C'est difficile. Moi, je trouve que les outils qu'on a actuellement ne sont pas forcément les plus adaptés. Ok, mais au moins et puis moi j'ai été quand même étonné qu'un outil comme Zoom permette effectivement de créer des salles et de faire travailler les étudiants en petits groupes. Et c'est compliqué pour le prof, mais j'ai l'impression que pour les étudiants ça marche pas si mal que ça. Alors même quelqu'un va me dire Big Blue Button fait ça mieux qu'autre chose, mais il y a ces fonctionnalités là qui existent et qui ne demandent qu'à être améliorées parce qu'effectivement elles ont montré leur importance. Il est 44. Jean-Christophe, est-ce que Jean-Marie, pardon, est-ce que je peux me permettre une toute petite… Oui, vas-y Jean-Charles. Excuse-moi. Pas de problème, Jean-Paul. C'est la problématique de la distance. Non, mais c'est le pont que derrière qui trouble. Vas-y, mais j'allais dire que… C'était juste une remarque pour rebondir sur ce qu'avait dit Olivier. Je pense qu'on va être confronté en septembre à une problématique tout à fait différente de celle qu'on a vécue pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, il s'est agi de continuer des enseignements, comme pas mal d'entre vous l'ont dit, alors qu'en septembre prochain, on va avoir besoin de créer ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage. Et Olivier en parlait bien, ce n'est pas forcément lié à un seul enseignement. Les étudiants ont besoin de se connaître les uns les autres et alors je ne sais plus qui est-ce qui faisait des remarques sur les séminaires, les réunions à distance ou les choses comme ça, ça nécessite à un moment donné des rencontres entre des personnes qui à l'origine ne se connaissent pas. Et quand tout se fait à distance, c'est vrai, c'est beaucoup moins efficace, beaucoup moins pertinent. Et je pense qu'on a tout un tas de problématiques à se poser, ne serait-ce que sur la constitution des groupes, si jamais on ne peut pas ou vraiment très peu faire se côtoyer nos étudiants pour que ces notions de communauté d'apprentissage se retrouvent. Et je cite en référence un truc qu'on faisait à 4 écoles des mines il y a 20 ans maintenant, des formations continues à distance. On commençait par une semaine de regroupement pour justement constituer le groupe. Après, ça marchait très bien et les problématiques, les outils ne sont pas vraiment une problématique, mais c'est vraiment, je pense, qu'on va rencontrer en septembre, c'est comment constituer cette communauté d'apprentissage qui va ensuite pouvoir s'adapter à des outils. Ce qu'on leur demande, c'est de fonctionner à peu près, ces outils, pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que nous aussi, on a utilisé Teams, les canaux, les choses comme ça. Ça marche bien quand les étudiants se connaissent à l'origine. Quand on a cette petite accroche. Et cette petite accroche, c'est un vrai questionnement. Est-ce qu'on peut réussir bien à la faire à distance?
Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la promotion va se rencontrer ou au moins un agrégat, je dirais, d'une vingtaine d'élèves, un ensemble de communautés d'une vingtaine d'élèves qui pourront travailler ensemble. Voilà, c'est tout. C'est super important de le redire comme ça et de le redire de manière explicite. Et effectivement, je pense que la rentrée qui vient, on voit qu'elle va pas être, elle va pas être comme toutes les rentrées. On a parlé de cette question de l'investissement des profs dans la durée. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a cette question de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a la question de la construction de ce que tu appelles la communauté d'apprentissage. Ce que d'autres dans les écoles appellent l'esprit de promo, puisqu'on est des écoles d'ingénieurs. Il y a plein de questions qui vont se poser. Il est déjà 47, donc je ne sais pas si on peut faire un tout petit tour de conclusion. Je sais qu'Eric avait dit, moi j'ai des pistes pour l'avenir. Donc est-ce qu'on peut faire un petit peu ce tour-là sans forcément revenir sur tout ce qui a été dit? Ça a été super riche. Donc déjà, je vous remercie pour tous ces apports de tous. Côté richesse, ceux qui ont ouvert la conversation, le chat, ont dû voir qu'il se passait plein de choses et plein d'apartés et plein d'échanges entre des personnes en parallèle, et ça, je trouve ça très très bien. On a notamment, il y a Christophe Rabu qui a eu plein de réactions intéressantes. Vincent Ribaud nous a rappelé que Gaël n'était pas tout à fait dans le même environnement que nous, donc effectivement dans un environnement universitaire avec des élèves moins sélectionnés que les nôtres, dont je demande toujours, ce dont je doute un petit peu, mais je pense que je vois de quoi il parle. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées de pistes, Madame, Messieurs, puisque c'est vous qui tenez là. Écoute, Jean-Marie, donc, mais très très court, hein, parce que je pense que le temps est épuisé. Et effectivement, les pistes, je les ai données tout à l'heure en parlant des scénarios, c'était ça les pistes. Moi, ce que je voulais dire, d'un point de vue un peu personnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi, quelqu'un a mentionné tout à l'heure les pistes offertes par Bruno Latour lorsqu'il dit faites la liste des choses que vous faites et puis regardez ce qui est important pour la suite de conserver ou de ne pas conserver. Et là, j'ai refait un peu le bilan de ce que c'était que mon rôle d'enseignant-chercheur. Et oui, je vous invite à faire la même chose. Je pense que c'est important de se poser la question je pense qu'on faisait des choses sans se poser la question de pourquoi on les faisait et comment on les faisait. Là, c'est l'occasion de réfléchir à ces choses parce que finalement, elles ont été bien bouleversées. Puis finalement, ça nous a conduit à affronter pas mal de défis, mais ça nous a offert quand même pas mal d'opportunités. Moi, je viens juste de finir un bouquin et je viens d'en attaquer un autre. Brune. Ok. Ouais, c'est bonne conclusion courte, synthétique et riche. Ok, merci Eric, Bruno, Gaël. Oui, mais très, très, très rapidement, en fait, quelque part, on se rend compte que ce que l'on faisait il y a quelque temps est réadaptable aujourd'hui parce qu'on avait une forme d'expérience, que d'autres choses forcément ont changé et donc on tient compte d'autres réalités, mais aussi que, bien sûr, on a toujours à apprendre et donc là, très récemment, je suis tombé sur le lien que je vous envoie là, l'Université Laval, qui parle de formation comodale. Alors, je n'aime pas complètement, mais c'est l'idée qu'on offre un choix plus important à l'étudiant de déterminer s'il vient en présentiel, en synchrone, en asynchrone pour la même formation. Enfin, voilà. Donc, il y a des pistes et les pistes, elles n'arrêtent pas de s'enrichir. Et je crois que plus on échange sur le sujet, plus eh bien, on aura des idées pour améliorer nos dispositifs. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est intéressant parce que ça ouvre la question de l'ouverture à la fois sur la modalité, mais on pourrait se poser la question de l'ouverture sur d'autres éléments du curriculum qui sont aussi des questions qu'on a déjà posées, mais le poser aussi sur la modalité, c'est aussi effectivement un point d'ouverture. Merci Bruno. Oui. Gaël, tu as envie de dire quelque chose pour ton mot de la fin? Oui, nous aussi, effectivement, dans le cadre du Master Malte et de façon générale à l'Université de Genève, on est en train parce que de toute façon, on ne reprendra pas les cours en présence
ou alors effectivement dans des conditions extrêmement réduites pour limiter le nombre d'étudiants par salle. Donc voilà, moi je suis vraiment dans cette réflexion avec les collègues sur comment on va réhybrider l'hybride. Et je crois qu'effectivement, on est sur des pistes comme voir comment on peut transformer le principe de classe inversée, enfin pas transformer, de réappliquer le principe de classe inversée pour du présence virtuelle. En tout cas, vraiment, c'est certainement pas du tout faire en sorte que les séances de présence virtuelle soient pas du tout dédiées à du contenu, mais plutôt dédiées à de l'activité, et faire en sorte que le contenu, on le délivre autrement, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, que ces séances en présence virtuelle soient vraiment plutôt dédiées, soit effectivement à créer et maintenir du lien avec les étudiants, et du lien avec des étudiants autour de leur projet. Je pense que ce qui ressort, moi, c'est le besoin d'objectifs. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'objectifs dans cette période qui est par ailleurs très, très floue, parce qu'on ne sait pas vraiment vers où on va. Et je trouve que c'est assez stressant pour les étudiants qui sont quand même dans cette perspective de projets d'avenir, projets professionnels d'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont s'ils sont en train de se former pour leur projet professionnel. Donc voilà, peut-être créer du lien autour de leurs projets, de leurs objectifs, et puis voilà, utiliser ces séances en présence plus pour les aspects tutorales autour d'activités. Voilà, c'est ce que je pense qu'on va essayer de transformer nos semaines en présence. Une dimension supplémentaire, effectivement, doit venir sur le projet et qu'effectivement l'engagement des étudiants par rapport à leur projet. Donc effectivement qui est central. Merci Gaël. Olivier? Ouais, moi j'aime beaucoup le professeur Bauer hein, qui parle beaucoup de la gestion de crise et il dit que en fait à la différence des crises précédentes, c'est que là on est dans l'inconnu. On n'est pas dans l'incertain, on est dans l'inconnu. L'incertain, on peut le probabiliser, l'inconnu, on n'a aucune idée. Donc, nous, nos réflexions à l'école, hein, pour le coup, elles sont construites autour de ça, en s'appuyant en ce qui est intangible, ce qu'on sait en fait que l'on a, et qui risquerait de ne pas bouger dans les semaines ou les mois qui viennent. Puis après, il y a le champ des possibles. Ce qui est sûr, ce que l'on sait, c'est que s'il y a des cas sur un campus, on sera confiné. Donc, la problématique du repassage en ligne, en fait, elle n'est pas hypothétique. C'est une certitude à partir du moment où on considère qu'on aura des cas confinés. Et on aura des cas, c'est clair, on aura des cas. Donc, de toute façon, c'est important pour qu'on puisse donner de la perspective à nos étudiants et à nos enseignants et à toutes nos équipes, hein, c'est qu'on soit clair sur le fait qu'à tout moment, en fait, on peut être confiné. Donc là, aujourd'hui, hier, on pouvait être surpris. Aujourd'hui, on ne peut pas l'être.